19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Bon, ce soir, on a perdu Fred, il est de retour, enfin il n'est pas de retour, il est plutôt parti en vacances. Bon Thomas, ça va bien ? Un peu malade aujourd'hui, désolé aux auditeurs, j'ai pas pu faire la matinale ce matin, mais je vous abandonne pas pour le sport ce soir. Ça arrive, hein, il y a aussi, voilà, il fait très chaud en Franche-Comté, donc si vous êtes en voiture, n'oubliez pas de mettre la climatisation, enfin c'est pas très bon pour l'écologie, mais bon, oui, ça fait du bien quand même. Si vous êtes chez vous, mettez-vous à l'ombre et surtout buvez beaucoup. Alors ce soir au programme, on va parler de l'équipe de France qui va avoir deux matchs. On va aussi parler de la Ligue 1, on va parler de la Ligue 2, on va revenir sur le score du match entre Sochaux et Châteauroux, un score qui fait mal. On débriefera tout ça tout à l'heure avec vous toutes et tous. On parlera également de l'info région avec ce qui s'est passé en National 2, National 3, du handball également avec Fred Fitch qui essaiera de nous joindre à l'antenne. On espère qu'on l'aura parce qu'il tient à faire sa chronique. Et puis aussi, il y a ce soir des places à gagner pour le Racing Besançon-Selonget. Ça se passera au Stade Léo-Lagrange ce samedi 2 septembre. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour gagner vos places. Allez, c'est parti! Voilà, notez également qu'on est en direct sur Facebook Live. C'est quoi Fred ? C'est sur ta page ? Oui, c'est sur ta ma page. page directement, voilà. Oui, c'est sur la page, on est en direct, donc si vous voulez appelez, il n'y a pas de souci, on va parler de l'équipe de France tout de suite. Allez, on parle de l'équipe de France, on met pas trop de musique parce qu'on risque de se faire censurer. Vous savez qu'il y a des droits d'auteur pour les musiques, c'est compliqué, mais là on est en radio donc on a le droit. Allez, on parle tout de suite de cette équipe de France qui va disputer 2 matchs décisifs pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde en Russie. Et le sélectionneur Didier Deschamps a communiqué sa liste, hein, c'était ce jeudi 24 août. Donc les 2 matchs, ça sera face aux Pays-Bas le 31 août. Jour de mon anniversaire, donc j'espère que ça va porter chance à l'équipe de France. Et au Luxembourg, le 3 septembre, ça sera du côté de Toulouse. Et on va écouter justement, pas la réaction, mais plutôt ce que Didier Deschamps a communiqué sur la liste et les joueurs. Et après, on en reparle avec vous toutes et tous. Venez, appelez-nous au 03 80 50 67 51 si vous trouvez que la liste de Didier Deschamps est parfaite ou imparfaite. Bonjour à tous et à toutes. Donc la liste de 24 joueurs pour les 2 matchs qui nous attendent, France-Pays-Bas et France-Luxembourg. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda. Défenseur, Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kipembe, Laurent Koscielny, Levin Kurzawa, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphaël Varane. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso. Attaquant, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. Bonjour Didier, Emilien Legras, stagiaire chez Canal. Alors je suis désolé de vous poser cette question ici, mais bon, j'ai pas d'autre occasion pour rentrer en contact avec vous. Ah bon ? Et je voulais juste savoir si c'était possible d'organiser un petit entretien pour répondre à 2-3 questions lundi prochain après votre conférence de presse avec La Fontaine. Elle est originale celle-là. Voilà, donc c'est une question. Il y a une personne qui est... C'est son travail. Bon, je sais qu'il a pris des vacances lui aussi, mais il est censé... Très longue, oui. Il est censé répondre, mais vous pouvez demander. J'ai la possibilité de dire non aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Bah, j'espère vous voir lundi. Oui, mais j'y serai. Merci. C'est prévu. Pas mal, hein, c'est assez sympa cette conférence de presse. Ouais, faut en profiter. Hein. Oui, avec cette question en fin de présentation justement de la liste des joueurs qui vont être retenus dans cette liste. Donc oui, faut y aller au culot. Hein. Il a eu en tout cas raison de le faire, ce journaliste. Alors justement, que pensez-vous de cette liste de Didier Deschamps ? Un petit avis, Thomas, justement, sur ces 2 matchs face aux Pays-Bas et au Luxembourg ?
Alors pas vraiment, moi je retiens juste la non-sélection d'Ousmane Dembélé. Voilà, je prêche pour. Transféré à Barcelone. C'est ça, je 150 millions prêche d'euros. pour ma paroisse. Voilà, Didier Deschamps a dit qu'il voulait pas sélectionner quelqu'un qui n'était pas, qui était en manque de temps de jeu et qui ne jouait pas, mais pourtant il a sélectionné Kylian Mbappé, C'est vrai. qui était dans la même situation exactement Et que qui est transféré au Paris Saint-Germain voilà, pour qui est 180 millions d'euros. Voilà. Donc voilà, en tout cas, nos joueurs français sont toujours très prometteurs. On attend les matchs avec impatience et les compétitions officielles d'ailleurs plutôt. Entre Dembélé, Mbappé, Pogba qui a toujours été bon, même si on parle moins de lui cette année à Manchester qu'à la Juve. Voilà, on a vraiment des très bons joueurs. J'espère que Deschamps va pouvoir faire quelque chose avec. Et puis voilà, un petit mot sur Ousmane Dembélé. Il a passé sa visite médicale aujourd'hui au Barça. C'est son rêve, je cite, depuis qu'il a 8 ans. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur, sachant que les Français on peut briller au Barça. Il y a Thierry Henry qui avait réussi au Barça, mais tous les autres Français, ça a été dur pour eux. Il y a Umtiti qui est bon en défense centrale au Barça. Lucas Digne, le Français qui joue latéral, a été moins bon sportivement. Il a été salué dernièrement parce que comme il habite à côté des Ramblas, il a aidé les victimes lors de l'attentat, donc c'est pour ça que les supporters l'aiment bien, mais sinon il n'a pas forcément bien fait son trou. Jérémy Mathieu, l'ancien socialien, moi je l'avais beaucoup aimé au Barça. Il a été très irrégulier. Donc c'était notre représentant franc-comtois parce qu'il est de Luxeuil, je crois. Tout à fait, il est de Luxeuil. Donc, formé à Sochaux. Voilà, donc c'était notre représentant franc-comtois. Donc moi je l'ai toujours bien supporté. Il a été assez irrégulier. Il a fait des très bons matchs, notamment contre le Real Madrid. Je me souviens. Il a fait des très mauvais matchs aussi. Oui, aussi. Donc c'était mitigé. Qu'est-ce qu'on a comme Français qui a réussi au Barça? On a Ludovic Giuli, on s'en souvient, qui a été mis à la porte par Lionel Messi. Donc bon, c'est pas un échec, hein. Il n'y a pas de honte à être poussé dehors par Lionel Messi. Giuli a été excellent en son temps avec Ronaldinho et Eto'o. Voilà, il y a peu de Français qui ont réussi au Barça. On espère qu'Ousmane Dembélé, surnommé le Moustique, se fasse une petite place. Il a une grosse pression sur les épaules puisque voilà, le transfert est évalué à 147, je crois, millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, j'espère que cette pression, il va vite la faire lever. On l'espère en tout cas pour lui. Alors, on a Zizino de La Plata qui nous dit: j'ai 33 ans, je suis de Saint-Omer. Je peux appeler en direct à la radio. Bah oui, il faut faire 03 81 50 67 51 Zizinho. C'est un joli nom ça. Allez, on va s'intéresser cette fois-ci à la Ligue 1. L'équipe de France, on en reparlera bien plus tard. Allez, c'est parti pour la Ligue 1. C'était la 4e journée ce week-end avec un match qui débutait ce vendredi 25 août à 20h45. C'est le Paris Saint-Germain qui recevait l'AS Saint-Etienne. Donc on avait un petit peu d'espoir que l'AS Saint-Etienne embête cette équipe de Paris, ce qui a été dans la première mi-temps, mais il y avait déjà eu un penalty à la 20e minute de jeu inscrit par Cavani. Et ensuite en seconde mi-temps, c'est Thiago Motta à la 51e et Edinson Cavani qui signe un doublé à la 89e. Qui inscrit, le Paris Saint-Germain inscrit 3 buts à cette équipe de Saint-Etienne. On va écouter les réactions de Thomas Meunier. Il dit tout simplement: on a été incisif, on a su provoquer ce penalty, c'est vrai parce qu'ils l'ont bien provoqué, face à une belle équipe de Saint-Etienne. Et Vincent Pajot, le joueur de Saint-Etienne, qui lui estime que le penalty est sévère. Et forcément, à Paris, ils ont le petit plus, Neymar. Un rythme un peu, c'est vrai, un peu bizarre. Voilà, une bonne équipe stéphanoise qui forme un très bon bloc défensif derrière. On savait dès le départ que ça allait pas être facile. Et le penalty, je pense, nous a, ils sont sortis une fois de position. On a réussi à trouver la bonne passe et à provoquer la faute. Ça a un peu débloqué le match. Maintenant, par la suite, pas toujours. Pour moi, un petit manque de dynamisme, peut-être de mouvement à certains moments. C'était pas évident parce que tu dois garder la balle, faire tourner en attendant qu'il y ait une situation qui se débloque. Et puis en deuxième période. Je pense qu'on a été plus patient et peut-être plus incisif dans les dernières balles, avec à la clé de beaux buts et pour le reste, une très belle victoire contre une équipe qui a quand même le maximum de points.
Ouais, c'est vrai qu'au niveau du contenu du match, ça ne reflète pas forcément le score. Après, voilà, je pense qu'il y a un penalty litigieux. Et puis après, c'est toujours difficile de courir après le ballon contre Paris. On sait qu'à tout moment, ils ont des fulgurances qui font que voilà, on prend des buts. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, on essaie de faire ce qu'on sait faire. Et peut-être que ça aurait pu nous réussir un peu plus, au moins marquer un but et pas prendre 3. Oui, mais bien sûr, parce que c'est des grands joueurs. Après, voilà, ils ont le petit plus Neymar qui fait la différence à tout moment. Et je pense que durant la saison, il va leur faire énormément de bien. Bah oui, on espère que ça va leur faire du bien, hein. Je pense que Neymar leur fera du bien. Et Mbappé aussi, qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros. Bon, c'est des sommes pareilles, hein, Ça donne le vertige. Ça commence à être des grosses sommes du côté de Paris. Cette Je pense équipe-là. Je pense que le 6-1 contre Barcelone, je pense que l'émir du Qatar n'a pas du tout apprécié. Non. En tout cas, maintenant, Non. il a ouvert les vannes, hein. J'attends un Barça PSG cette année. En Ligue des Champions, là, la pression va être du côté du PSG. Hein. Oui, puis ça va être tendu parce qu'on sait que Di Maria était aussi pisté par Barcelone et Paris a refusé aussi également. Donc c'est tendu entre les directions des deux clubs et même à l'intérieur du Barça, on sait c'est tendu entre les joueurs et la direction de Barcelone. Et on dit même que Messi aurait aussi des vues du côté de Manchester City pour rejoindre Guardiola. Oui, non, je pense que c'est entre Messi et la direction, c'est plutôt la direction qui va sauter. Messi devrait rester à Barcelone, en tout cas dans un avenir proche. On l'espère en tout cas pour lui, puis pour Barcelone surtout. Allez, on continue cette 4e journée avec ce samedi 26 août, il y avait plusieurs rencontres. À 17h, il y avait Nantes qui recevait l'Olympique lyonnais. Finalement, pas de but dans cette rencontre. On va écouter la réaction de l'entraîneur Claudio Ranieri qui dit tout simplement c'est un second match sans prendre de but, c'est important. Et l'important contre les grandes équipes, c'est de ne pas perdre. Et Nabil Fekir qui lui dit tout simplement c'est frustrant car on a dominé. Et personnellement, je me sens très bien. Pour nous, c'était très important à perdre. On fait un bon match. Il était très difficile de jouer contre le grand joueur. Je suis content parce que c'est le deuxième match sans prendre un but. Donc, doucement, on va améliorer. Mais je pense qu'il manque un peu plus de tranquillité. Jouer pour gagner parce que je pense que c'est important de jouer pour gagner. Mais contre les grandes équipes, si tout ne peut gagner, c'est important de savoir pas perdre. Non, je pense que pour arriver encore quelqu'un. Donc le président, ça travaille beaucoup et je suis content. On a fait un assez bon match. Là, on a dominé un peu tout le match, même si à la fin du match, ils ont eu quelques situations chaudes. Malheureusement, on a manqué un peu de réalisme devant le but. Et voilà, ce soir, on est tous déçus. C'est frustrant. Après, c'est comme ça, il y a des matchs, on domine, on n'arrive pas à marquer. Malheureusement, ce soir, on est tous déçus, mais voilà, j'espère que la trêve va faire du bien, qu'on va revenir d'aplomb. C'est un peu frustrant, c'est normal. L'équipe elle est un petit peu en rodage. Voilà, ça fait que 2 mois et demi qu'on est tous ensemble. Maintenant, c'est des joueurs de qualité, donc y a pas de souci. Ouais, je suis confiant. Voilà, on est invaincu, même si on a laissé passer 4 points en 2 semaines. Mais maintenant, faut se remettre au travail et passer à autre chose. Je me sens bien. Après, voilà, dire que je me ressens comme avant ma blessure, c'est compliqué, mais je me sens bien sur le terrain. Voilà, on a un bon groupe, des joueurs de qualité et tout va bien sur le terrain. Même si ce soir, on n'a pas réussi à gagner. Si tout va bien sur le terrain pour Nabil Fekir, on espère que cette équipe de l'Olympique lyonnais en tout cas fera un bon championnat car on a besoin aussi d'équipes fortes dans ce championnat de Ligue 1. On passe cette fois-ci à Bordeaux. Bordeaux qui recevait 3 et c'est Bordeaux qui s'impose 2-1. Ça commençait déjà fort pour Bordeaux avec Kamano qui inscrit le premier but à la 10e minute de jeu. Avant que Sankaré, l'inévitable Sankaré, l'homme fort du côté de Bordeaux en ce moment, n'inscrive le second but à la 48e minute de jeu. Et c'est finalement Darbion du côté de Troyes qui réduira le score 4 minutes plus tard. Une belle équipe de Troyes mais qui n'a pas pu revenir au score. On va écouter la réaction de Jocelyn Gourvenet qui dit on est tombé sur une équipe très disciplinée, d'avoir su ouvrir le score et faire le break aurait dû nous permettre d'être plus tranquille. Et Jean-Louis Garcia qui dit simplement on met un joli but, on avait un plan de jeu et une stratégie, mais forcément quand Kamano marque dès la 10e minute de jeu, la stratégie elle est complètement foirée. On ne sait pas faciliter les choses, mais c'est de notre faute parce qu'on savait que Troyes allait défendre assez bas et limiter au maximum les espaces. Ils sont très disciplinés, très rigoureux là-dessus. Le fait d'ouvrir le score en première mi-temps et puis de faire le break en tout début de deuxième aurait dû nous permettre de mieux nous installer dans le match et de les mettre encore plus sous pression. On a un temps où on se relâche peut-être après le deuxième but en début de deuxième et ils reviennent trop vite au score. Le fait qu'ils reviennent au score, ça les a boostés. Ils se sont dit il y a peut-être un coup à faire encore ce soir, comme il y a 15 jours à Nice. Et nous, on n'a pas été capable de mettre le
troisième sur des situations quand même très nettes. Quand vous vous mettez pas à l'abri, voilà, on est à la merci d'un fait de jeu, d'un coup de pied arrêté. On est allé au bout comme ça, voilà, donc on aurait dû faire mieux, mais en même temps, on a été efficace. On a été plutôt solide. Nous avons des regrets. On sort un peu frustrés de ce match-là. On avait un plan de jeu, une stratégie et elle tombe à l'eau en quelque sorte avec ce but encaissé très tôt. Sur la première mi-temps, sur le plan défensif, on fait un excellent match. Les Girondins ont beaucoup de mal à trouver la solution face à notre organisation. Ce n'est pas suffisant, malgré tout, au niveau de l'utilisation du ballon, même si on a eu une belle occasion par Viscarondo sur coup de pied arrêté. Mais dans l'utilisation du ballon, c'était pas suffisant. Le problème, c'est qu'on traîne cet handicap. Par contre, notre deuxième mi-temps est plus conforme à ce qu'on est capable de faire dans le jeu, même si là aussi, notre entame de deuxième mi-temps est terrible, avec ce but rapidement concédé. Mais je trouve que mon équipe a montré de belles valeurs mentales en continuant à y croire, en réduisant rapidement le score sur nous aussi un joli but. Bah oui, sur un joli but, c'est vrai, Jean-Louis Garcia, il a raison. C'est vrai que les coachs, avant les matchs, mettent une stratégie au point. Et c'est vrai que quand on encaisse un but rapidement, en fait, cette stratégie, elle tombe complètement à l'eau. Et il faut tout de suite retrouver une autre stratégie, la stratégie du moment, pour en tout cas espérer faire quelque chose dans ces rencontres. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est là qu'on voit aussi un bon entraîneur qui est capable de changer de stratégie de jeu. Si les faits du match, lui en tout cas, l'oblige en tous les cas. Allez, on passe cette fois-ci on va partir du côté de Toulouse. Toulouse-Rennes. Avec Toulouse qui s'est imposé 3-2. Il y a eu des buts dans cette rencontre. Ça commençait déjà dès la 7e minute de jeu par Moubélé, l'homme en forme du côté de Rennes en ce moment. Il avait déjà marqué le week-end dernier. Il marque encore à Rennes à la 7e minute de jeu. Et c'est ensuite sur pénalty que Durmaz va égaliser pour Toulouse. C'est ensuite Issa Diop qui va donner l'avantage à Toulouse de 2-1. Avant que le nouvel arrivant Ismaïla Sarr en provenance de Metz, lui, ne marque à la 65e minute de jeu. 2 buts partout. Et c'est finalement encore un pénalty provoqué par Toulouse. Et c'est Toulouse par Durmaz, encore une fois à la 71e minute de jeu, qui donne la victoire à cette équipe de Toulouse. Alors vous allez écouter les réactions de Pascal Duprat qui dit voilà ce qu'il a dit aux joueurs. Alors j'ai dit aux joueurs qu'on n'était pas des sparring partners de Rennes. Et il y a aussi le chef, il fait une allusion, vous allez voir à ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'équipe de France, car il va y avoir France-Luxembourg à Toulouse. Et il fait une allusion au chef des jardiniers qui lui fait un peu la gueule en ce moment, comme il parle tout le temps de la pelouse. Là, il est quand même très content parce qu'en fait, ils ont fait des efforts pour la pelouse. Sans doute que le match France-Luxembourg n'y est pas étranger. Et vous allez entendre Christian Gourcuff. Alors, Christian Gourcuff a été accusé d'avoir insulté un ramasseur de balles en fin de rencontre. Il a été convoqué par monsieur Marseille, étant à Toulouse, délégué du match, après bien sûr cette rencontre. Et l'entraîneur rennais, n'ayant fait que demander aux jeunes ramasseurs de balles de ne pas conserver le ballon pour faire gagner du temps de jeu, du temps aux joueurs toulousains, le délégué du match se référant aux accusations du ramasseur de balles avant d'entendre la version de l'entraîneur rennais. Donc vous allez entendre Christian Gourcuff qui lui trouve ces accusations édifiantes. Très attentiste. On fait parce qu'on réclame, après on est bousculé par les Rennais. Parce qu'à partir du moment où vous laissez les Rennais jouer dans leur confort, et surtout les équipes de Gourcuff, si vous laissez jouer les équipes de Gourcuff, vous exposez des mi-temps, vous souffrez. La chance pour nous, si le talent de Jimmy, on obtient un pénalty qui apparemment me semble justifié. On revient dans le vestiaire avec ce match nul heureux. Tant les Rennais nous ont bousculé, dominé. Puis ensuite, moi, je me suis évertué tout au long de la mi-temps, pendant 7-15 minutes, à convaincre les joueurs nous ne sommes pas les sparring partners du jeu rennais. On est là aussi pour les contrarier. Donc on a tout d'un coup décidé de les contrarier. Et puis ça a donné tout d'un coup un match à défaut totalement maîtrisé. En tout cas un match où vous mettez les Rennais sous le reculoir. Les jardiniers. Parce que comme il y a France-Luxembourg, les jardiniers, on leur filait les moyens. Et croyez-moi, je les vois tous les matins, ils bossent. Gageons et espérons que chaque week-end, en tout cas tous les 15 jours, il y a un événement pour que les jardiniers puissent avoir les moyens de bosser. J'ai vu qu'il y avait des ventilos, des trucs exceptionnels. Bravo aux jardiniers. Et surtout au chef des jardiniers qui me fait un peu la gueule depuis quelques semaines, je dois le reconnaître. Donc c'est pas lui que je vise. Moi, je fais un métier où mon outil de travail principal, c'est la pelouse. Bravo à eux. C'est assez édifiant de voir des officiels qui raisonnent comme ça, oui. C'est moi qui ai passé
qui suis en fin de carrière, passer 35 ans pour la défense de l'éthique du sport et de voir des propos comme ça, des accusations, c'est terrible. Mais ça, c'est autre chose. Ça, on n'est pas dans le match. Oui, je pense pas que Christian Gourcuff ait été méchant sur ce coup-là. Je pense qu'il a voulu que le jeune ramasseur de balles redonne vite le ballon car Rennes était mené 3-2 pour justement égaliser. Je pense que le petit ramasseur de balles a pris ça. Ouais, et puis dans le feu de l'action, il lui a probablement hurlé dessus, mais c'est normal. Même aux joueurs, pour donner les consignes, ils hurlent les entraîneurs. Ah oui, bien sûr. Faut pas le prendre mal, c'est une manière de parler. Bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'insultes, de choses comme ça, c'est le principal. Après, oui, c'est comme ça. Après, Pascal Duprat, bon, il va se rabibocher avec, avec le chef des jardiniers, parce qu'apparemment, il lui fait la gueule. Donc, allez, on passe cette fois-ci à Dijon-Montpellier. C'est à côté de chez nous, tout près. Et Dijon qui recevait un Montpellier qui devait se racheter également. Et c'est finalement Dijon qui va ouvrir le score avec Jeannot dès la 45e minute de jeu. Et c'est ensuite Giovannicio, ancien Sochalien, qui va 4 minutes plus tard, égalisé pour cette équipe de Montpellier. Et c'est finalement, encore une fois, Jeannot à la 102e minute de jeu qui va donner la victoire à cette équipe de Dijon qui en avait besoin en ce début de championnat. Alors, on va écouter Benjamin Jeannot, le double buteur. Il dit tout simplement « On m'a critiqué la saison dernière » et en tout cas, il a répondu sur le terrain. Et Michel Derzakarian qui dit tout simplement, il est un peu dépité et il dit « On n'a pas été bon ce soir, il faut dire les choses, quand on n'est pas bon, on n'est pas bon ». C'est compliqué, on m'a pas mal critiqué l'année dernière vu que j'avais pas marqué, je peux comprendre, mais voilà, cette année j'ai juste envie de retrouver le plaisir que j'avais perdu sur les terrains et voilà, j'ai juste envie d'être heureux, kiffer et les buts suivront. Quand tu perds un match, t'es jamais content. Après, ils ont une occasion vraiment nette en première mi-temps avec Saïd sur le centre, là, Saïd au deuxième poteau, là, il manque son truc. Après, ils ont frappé 8 fois au but, et ils ont 2 frappes cadrées et 2 buts. On a tiré 11 fois, on a cadré 2, on a marqué un but. Après, je ne vais pas vous dire qu'on a fait un grand match. Pour moi, techniquement, on a trop de déchets pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Dans la sortie du ballon, dans la tenue du ballon au milieu, devant. Voilà, on a été trop pauvres techniquement aujourd'hui pour rivaliser avec Dijon. Et il faut montrer autre chose. On l'a vu la semaine dernière, en deuxième mi-temps, on a montré des bonnes choses. Après, il faut jouer simple, il faut faire les bons choix. Et ce qu'on n'a pas fait ce soir, on n'a pas joué ensemble. On n'a pas été bons, on peut dire les choses. Ben oui, on n'a pas été bon, il faut dire les choses, et c'est vrai qu'il faut jouer ensemble, c'est mieux. Et en tout cas, Montpellier ne l'a pas fait, et Montpellier s'est incliné du côté de Dijon. On part cette fois-ci du côté de Caen. Caen, victorieux la semaine dernière de Lille, voulait en tout cas continuer sur cette belle série face au FC Metz, qui lui n'y arrive pas. Et c'est finalement Caen qui va s'imposer 1-0, un but de Ronny Rodelin à la 50e minute de jeu. Elle marche bien, cette équipe cannaise pour le moment. On va entendre la réaction de l'entraîneur Patrice Garande. Il dit tout simplement la victoire est méritée pour nous. On voulait confirmer après le match remporté à Lille. Et Philippe Inchberger qui dit tout simplement non, je ne me sens pas menacé, je ne me prends pas la tête. Il a fait un choix aussi de gardien, il a remplacé Didillon. Il assume, c'est un choix, on n'a pas le temps d'attendre et il donne même un scoop, comme ils reçoivent le PSG dans 2 semaines, il y aura peut-être même une défaite contre Paris. Oui, c'est une satisfaction, on avait à cœur de confirmer ce qu'on avait fait à Lille, donc voilà, je pense que c'est une victoire qui est méritée, même si on aurait pu être plus efficace et se mettre à l'abri plus vite, parce qu'on n'est jamais à l'abri justement d'un contre, d'un coup de pied arrêté, enfin voilà, des fautes comme ça, mais voilà, ce que j'apprécie surtout depuis le début, c'est que voilà, il y a un état d'esprit, on sent qu'il y a une volonté de s'imposer, il y a un groupe qui vit bien et qui sur le terrain, je trouve, pas mal de maturité, donc cette équipe elle est mieux sur le plan technique. Défensivement, il y a beaucoup plus de confiance, c'est parce que tout le monde travaille à la récupération. Et puis qu'offensivement, il y a cette envie. Et moi, je suis arrivé à Metz il y a 1 an et demi, on est monté ensemble avec le FC Metz, on s'est maintenu ensemble avec le staff, tout l'ensemble du club. Je veux dire, je ne vais pas commencer à me prendre la tête, même si évidemment c'est des grosses prises de tête. On est à la 4e journée, on a 4 défaites, et je vais vous dire, donner un scoop, on aura peut-être même une 5e défaite dans 15 jours contre le Paris Saint-Germain. Et je veux dire, le chemin ne s'arrête pas là, et la route est encore très très longue. Après, voilà, on prépare Paris dans 15 jours, on va pas commencer à savoir s'il y a des menaces dans l'air. J'ai discuté avec Thomas, et c'est pas ni une sanction, ni voilà, c'est simplement un choix de coach qui, à un moment donné, après 3 défaites consécutives, est obligé de faire des choix. On a pris 6 buts en 3 matchs, ça fait 2 par match. La responsabilité de Thomas a été engagée sur 2 ou 3 buts. J'ai pas le temps d'attendre. Ni le FC Metz, ni moi n'avons le temps d'attendre. On aurait 3 points ou 4 points. J'aurais certainement pas bougé comme ça. Ce soir, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti. Je l'ai déjà fait l'année dernière en fin de saison. Bon, ce soir, ça nous a pas souri, mais c'est pas non plus du one shot. C'est simplement un choix de performance.
Bah oui, c'est pas du one shot, c'est un choix assumé par Philippe Inchberger. Bah c'est vrai, quand la maison ne va pas bien, quand l'équipe ne se porte pas bien, bah il faut faire des choix. En tout cas, il les a faits et il les assume. C'est une bonne chose. On espère que cette équipe messine redressera la barre, mais contre le Paris Saint-Germain, ça va être encore un match difficile dans 15 jours. Allez, on part du côté du stade de la Licorne et du côté d'Amiens. Amiens qui recevait une équipe de Nice mal en point, une équipe de Nice éliminée du tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Napoli 2-0. Le Napoli était tout simplement plus fort que cette équipe niçoise. Eh bien, Nice a sombré du côté d'Amiens. Elle a sombré 3-0. Un but de Gaël Kakuta à la 15e minute de jeu et un doublé pour Moussa Konaté, 28e et 88e minute de jeu. On va écouter d'ailleurs Moussa Konaté. C'est sa première saison en Ligue 1. Et on va écouter aussi Lucien Fabre. Il dit tout simplement, ils ont été plus agressifs que nous. On a du mal à trouver l'équilibre en ce moment. Et il revient également sur Seri qui se voyait déjà du côté de Barcelone. Mais le transfert a du plomb dans l'aile. Une équipe qui vient de monter et puis pour la première fois de sa vie. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens qu'il faut pour continuer à gagner les matchs. Je suis Moussa Konaté et puis voilà, je suis pour la première fois, c'est ma première année en France et puis j'espère que ça fera plaisir aux Français et puis au public d'Amiens. C'était pas un bon match de notre part, mais il ne faut pas qu'on trouve des excuses à cause de la fatigue du match de Naples, etc., etc. Ils étaient beaucoup plus agressifs, mais c'est pas parce qu'on voulait pas, parce qu'on a eu de la peine. Franchement, on a de la peine à trouver l'équilibre dans l'équipe. Ça va prendre du temps pour trouver l'amalgame, pour trouver le juste équilibre, le juste système qui correspond aux joueurs qui sont là. Peut-être faudra faire des choix très très délicats. Pas vous dire tout ce qui se passe, etc. Bien sûr qu'il est très très important pour nous, mais c'est pas que ça non plus. C'est pas que ça non plus. Non, mais c'est quoi d'autre, justement? Je peux pas vous le dire. Bah c'est quoi d'autre, justement? Il ne veut pas vous le dire, Lucien Fabre. Donc, il ne vous le dira pas. Et c'est vrai que Seri se voyait déjà du côté de Barcelone, mais apparemment, le Barça a changé, on dirait, son fusil d'épaule. Juste un petit mot sur Gaël Kakuta qui a marqué un but. Oui. Il était à Chelsea, ce joueur, puis je me suis demandé, tiens... il est arrivé quand à Amiens, j'avais pas tilté. Et en fait, je regarde, il a fait énormément de clubs. Oui, en 2009, beaucoup. Il a été à Chelsea, après il a été à Fulham, il est revenu à Chelsea, il a été à Bolton, à Chelsea, donc à chaque fois prêté. Dijon, donc il est revenu à Chelsea, il a été au Vitesse, au Lazio Rome, au Rayo Vallecano, au FC Séville. Il est allé faire un petit tour en Chine, au China Fortune. Après à la Corogne, et là il est venu à Amiens. C'est incroyable le nombre de clubs qui... Il n'a pas dû trouver la fortune du côté de la Chine alors. À mon avis, si, il a dû trouver la fortune, mais peut-être pas sportive. Ah bah c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont comme ça, un peu instables, hein, c'est ce qu'on peut dire. Ou alors il n'a pas rencontré les bons entraîneurs, mais bon, quand il y a quand même 10 ou 15 clubs à son âge, parce qu'il est quand même assez jeune, c'est quand même inquiétant. Il a que 26 ans. Hein. C'est quand même un petit peu inquiétant. Mais c'est comme ça, en tout cas, on espère du côté d'Amiens qu'il trouvera le club qu'il lui faut, et en tout cas, on espère que ça sera Amiens. Allez, on part du côté des matchs qui se déroulaient ce dimanche 27 août, avec un premier match qui avait lieu à 15h. C'est Guingamp qui recevait Strasbourg. Et c'est Guingamp qui s'impose 2-0, un but de Diallo à la 63e minute de jeu et un but de l'inévitable Jimmy Briand à la 87e minute de jeu. On va écouter la réaction de Nicolas Benezet, qui est lui le passeur décisif. Et également la réaction de Thierry Lauré qui dit tout simplement cette défaite est rageante. On a eu un jeu tourné vers l'avant avec pas mal de situations, c'est frustrant. On ne doit pas perdre ce genre de match. Je pense qu'on a fait le match qu'on souhaitait faire. On a eu les situations pour l'emporter. 3 tirs sur le poteau, c'est vrai qu'ils ont eu 3 tirs sur le poteau. C'est plus rageant qu'encourageant. Le haut niveau requiert de l'efficacité. C'est comme toujours, il faut de l'efficacité. Mais on va écouter tout de suite Nicolas Benezet de Guingamp. Ouais, c'est sûr que ça fait depuis le mois de mars, le 4 mars pour être exact, que j'attendais ça. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour me préparer avant la saison. J'ai fait une bonne préparation et j'attendais mon tour. Mon tour est venu, malheureusement j'ai pas énormément de temps de jeu, mais j'essaye de montrer ce que je sais faire avec le peu de temps de jeu que j'ai. Et voilà, ça a marché. On remporte les 3 points, c'est ce qu'il nous fallait parce qu'on était pas bien après les 2 revers consécutifs. Donc c'est cool. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu plus efficace. Ils ont été dangereux, je pense beaucoup plus dangereux que nous. Et pour une fois, ça a tourné en notre faveur. Mais ça sera compliqué si on continue à faire des prestations comme ça et surtout à ne pas être plus efficace que l'adversaire. Là, ça nous a réussi. J'espère que ça continuera. Oui, c'est sûr que c'est un bon bilan. Nous, on joue notre championnat. On va essayer de faire mieux que l'année dernière, donc c'est bien. Eh ben, on espère en tout cas pour cette équipe de Guingamp et Nicolas Benezet, on espère pour lui qu'il va revenir très vite et retrouver les sensations.
Allez, on part du côté d'Angers. C'était le match de 17h avec Angers qui recevait Lille. Lille mal en point. Lille devait se reprendre. Et c'est Koulibaly qui va marquer sur corner dès la 60e minute de jeu pour cette équipe d'Angers. Un beau but de la tête pour l'ancien joueur du SC Bastia. Et c'est finalement Nicolas Depréville qui va égaliser à la 68e minute de jeu d'un beau but en pleine lucarne. Le gardien angevin n'a pas bougé. On va écouter tout de suite la réaction. Si je l'ai, oui, je l'ai, la réaction. On va écouter la réaction de Stéphane Moulin. Mais c'est difficile parce qu'on les a joués un peu dans la même configuration et que les Bordelais, une équipe qui avait à cœur de se racheter. Et donc, quand une équipe veut se racheter, elle fait tous les efforts. Donc pour nous, ça a été difficile, mais je suis fier de la prestation des gars parce que je considère qu'individuellement, ils nous sont très supérieurs. Donc on avait notre collectif à leur opposer. Ça n'a pas suffi pour gagner, mais ça a suffi pour prendre un point. Il faut donc être satisfait de ça parce que la Ligue 1 Conforama, c'est difficile. Voilà ce que déclarait Pascal Moulin à l'issue de cette rencontre. Mais on va entendre tout de suite Nicolas Pépé, qui était lui du côté d'Angers la saison dernière et qui lui aussi dit que c'est une équipe difficile. Écoutez, c'était un match un peu compliqué. Voilà, face à une équipe d'Angers très forte physiquement qui nous a bougé dès le début du match. Voilà, on a été mené au score, mais voilà, on a eu cette ressource mentale de revenir au score. Et voilà, on va dire que c'est un très bon point de prix ici à Angers parce que c'est pas facile de prendre des points ici. Bien sûr, voilà, on s'attendait à ça. Voilà, on en a beaucoup parlé à l'échauffement que voilà, ils commencent fort. Malheureusement, ils ont commencé fort et ils nous ont obligés d'entrer parce que voilà, ils ont créé beaucoup d'occasions au début. Maintenant, voilà, on a su serrer les dents et accrocher ce point. C'est sûr qu'avec la langue, c'est pas très facile. Maintenant, justement, ils essaient de s'adapter à parler rapidement le français et on sait que ça va prendre rapidement. Je sens que cette équipe elle est très confiante. Maintenant, voilà, les résultats sont pas positifs non plus, mais voilà, on sent toujours la joie de vivre dans notre vestiaire et on connaît notre force. On sait qu'à un moment, ça va basculer. C'est ça qui est important, garder la joie de vivre dans le vestiaire, garder l'ambiance, garder un très bon état d'esprit. Et c'est souvent comme ça que les équipes s'en sortent. Après, il n'y a pas non plus péril en la demeure pour l'instant du côté de cette équipe lilloise qui est 13e avec 4 points. Tout est très serré pour le moment, mais en tous les cas, il faut marquer très vite. Et El Loco est en train d'apprendre le français d'ailleurs. C'est ce que les joueurs disaient à la fin de cette rencontre. Ils vont commencer à pouvoir comprendre le coach car il prend des cours en ce moment. Allez, dernier match de cette 4e journée avec le choc. Monaco-Marseille. Au départ, ça devait être un choc. Finalement, ça a fini en 1-7. 6-1, mais oui, vous ne rêvez pas, vous entendez bien. Monaco s'est imposé 6-1 avec Camille Glick qui va marquer dès la 2e minute de jeu. Il ne fallait pas être en retard, en tout cas, du côté du stade de Louis II. Également Falcao à la 20e minute sur penalty. Un doublé pour lui à la 34e minute de jeu. On a Adama Diakabi à la 45e. Djibril Sidibé à la 68e minute de jeu. Bon, là, ça faisait déjà 5-0. Et Rémi Cabella qui lui va inscrire un but à la 74e minute de jeu. Rémi Cabella qui pourrait être d'ailleurs, qui pourrait prendre la direction de Saint-Étienne, donc à voir. Et également Fabinho à la 79e minute de jeu qui lui va marquer sur penalty. Et ça fait 6-1 pour cette équipe de Marseille. En tout cas, c'est très très dur. C'est très compliqué. Franck McCourt qui disait déjà qu'il avait un projet, qu'il voulait mettre de l'argent et tout. Mais je pense qu'il va falloir qu'il sorte un gros billet. Et on va entendre la réaction de Rudy Garcia qui lui dit tout simplement je prends la défaite pour moi. On va voir si ce groupe justement a de la qualité pour surmonter ça. Et Adama Diakabi, le buteur monégasque, qui lui, je suis buteur, c'est bien, je marque. Et on est sur la continuité de la saison dernière. C'est vrai que cette équipe est sur la continuité de la saison dernière, alors qu'elle a perdu quand même des joueurs importants. Elle va peut-être perdre Thomas Lemar, parce que Liverpool vient de faire une offre à 72 millions d'euros. Donc ils ont déjà Mbappé 180. Je crois qu'en transfert, sur 4-5 joueurs, ils ont déjà gagné pratiquement 400 ou 500 millions d'euros. C'est quand même assez énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que cette équipe continue toujours à avoir de très très bons résultats. Mais on va entendre les réactions. Ce soir, je suis l'entraîneur le plus malheureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. On va être solidaires. Il faut qu'on soit tous solidaires. Mais j'assume. C'est moi le guide de cette équipe. Et voilà, je suis le seul fautif ce soir. Donc il va falloir relever la tête. On va travailler. On a une série de 7 matchs qui nous attend. Mais pour l'instant, on va aussi se reposer parce que
le paramètre athlétique, il joue aussi ce soir, évidemment. Une équipe qui a joué il y a 3 jours, des absents, voilà, on se cache derrière rien, il n'y a pas d'excuse, on ne doit pas perdre aussi largement ici. Mais bon, ça ne va pas faire de mal de récupérer pour certains. Je vous ai toujours dit, à la qualité d'un groupe, on le voit dans la difficulté. Et ce soir, c'est un moment difficile, ouais. Quand on est à l'Olympique de Marseille, prendre 6 buts, c'est pas acceptable, hein, voilà. Donc c'est un moment très difficile, mais on verra aussi la qualité du groupe à ressortir de cette période-là. C'est le début de saison. Il y a l'Europa League à jouer, on aura une série de 7 matchs à jouer à la reprise contre Rennes, même s'il y aura des suspendus aussi pour ce match-là. Mais peu importe avec qui que ce soit, il faudra gagner chez nous. Ça c'est évident, et puis faire le meilleur parcours possible en Europa League pour sortir de la poule, c'est l'objectif, je vous en ai déjà parlé. C'était une victoire importante, on voulait finir sur une bonne note avant la trêve. Un 4 sur 4, voilà, on poursuit le Paris Saint-Germain comme il faut. Et voilà, c'est un premier but pour moi, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Inarrêtable, je sais pas, mais je sais qu'offensivement on est très dangereux. On est un peu sur la continuité de la saison dernière et on met le maximum de buts comme il faut. Bah oui, bravo à ces équipes de Monaco qui continuent son petit bout de chemin. On passe au classement de la Ligue 1 cette fois-ci avec en tête le Paris Saint-Germain avec 12 points, première position. Suivi de très près en étant deuxième Monaco, 12 points. Hein, c'est la différence de but, hein, plus 12 plus Paris et plus 10 pour Monaco. Et ensuite on retrouve troisième Saint-Etienne avec 9 points qui eux sont déjà à plus 2. Il y a déjà un petit écart. Quatrième Lyon avec 8 points. Cinquième Bordeaux 8 points. Sixième Marseille avec 7 points. En bas de classement on retrouve 18e Amiens qui marque ses premiers points, 3 points. Et également 19e Rennes qui fait un très mauvais début de saison. Alors Rennes c'est ça, c'est soit ils font un super début de saison et ils s'écroulent à la fin, ou soit ils font un mauvais début de saison et ils remontent à la fin. C'est souvent comme ça, c'est une équipe qui est un petit peu bizarre. Pourtant ils ont quand même un président qui a des moyens. Oui, c'est le président bizarre, hein, le plus riche. À part les Qataris, je crois que c'est le président non, il est peut-être même plus riche que les Qataris parce que c'est François Pinault, qui est propriétaire, oui, et sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc je crois que même le prince qatari, il n'a pas plusieurs dizaines de milliards d'euros. Je pense qu'il a acheté un club pour dire j'ai un club de foot, quoi. Non, je pense qu'il aime vraiment le club et peut-être mais ça je pense. Mais en tout cas, il n'investit pas à la mesure de ses moyens de milliardaire. Exactement. C'est un des hommes les plus riches de la planète. C'était plus dans ce sens-là que je voulais en venir. Ouais. Allez, 20e Metz, Metz toujours à 0 points. Et puis juste 17e à ex-aequo avec le premier relégable, c'est Nice qui a 3 points également, qui est dans la zone rouge. Qui a perdu beaucoup de joueurs la saison dernière et qui a du mal, Belhanda parti, ça fait quand même du mal au milieu de terrain. Et ils ont beaucoup de mal à trouver, comme le disait Lucien Fabre, l'équilibre. C'est ça l'important dans une équipe, c'est de trouver l'équilibre. Et ça, c'est pas toujours évident à trouver. Allez, la 5e journée, ce sera le vendredi 8 septembre à 19h. Il y aura Lille-Bordeaux. À 20h45, Metz, justement, recevra le Paris Saint-Germain. Poursuite de la 5e journée, samedi 9 septembre, avec Nice-Monaco à 17h. Montpellier-Nantes, tous les matchs auront lieu à 20h. 3-Toulouse, Strasbourg-Amiens, Caen-Dijon. Et le dimanche 10 septembre, Saint-Étienne-Angers à 15h. Lyon-Guingamp à 17h. Et Marseille, qui devra se reprendre en tout cas, face à Rennes à 21h. Et bien, on en a terminé avec la Ligue 1. On en a terminé avec la Ligue 1 et on va passer cette fois-ci à la Ligue 2. C'est parti, on parle de la Ligue 2 et on parle bien évidemment, quand on dit Ligue 2, ça vous évoque le Football Club Sochaux-Montbéliard. Bien évidemment, on va parler des jaunes et bleus qui ont subi un gros revers, j'ai encore du mal à le dire, ce week-end. 5-1, avec bien entendu un mauvais début de match, avec un but contre leur camp signé Adolphe Tequieux. Ensuite, une grosse faute d'Adolphe Tequieux, synonyme de rouge. Bon, moi personnellement, pour moi, il y a rouge. Cette faute est incontestable. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il aurait pu casser la jambe du joueur de Châteauroux. Bon, après, si vous n'êtes pas d'accord justement avec moi, venez le dire à l'antenne, 03 80 50 67 51. Venez vous exprimer et nous donner vos avis sur cette question. Y avait-il rouge sur la faute d'Adolphe Tequieux? Si vous aviez été arbitre, est-ce que vous auriez sorti le carton rouge ou le carton jaune? Et puis également, nous donner l'avis sur cette rencontre, ce que vous avez pensé de ce match.
D'ailleurs, on va écouter le résumé de cette rencontre. Très bon début de saison de Sochaux, 4e au classement et encore invaincu dans cette Dominos Ligue 2. Châteauroux de son côté est 9e, c'est un bon classement également pour le promu. La rencontre est donc très attendue avec deux équipes plutôt libérées. Sochaux qui va évoluer avec Adolphe Tekeu en défense, Berdic est également titulaire. Sofiane Daram, sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale d'Algérie, est là, tout comme Florian Tardieu, le capitaine. El Hadjiba, Johan Tousgar et Aldo Kaloulou devant. Et le premier ballon d'attaque est en faveur des visiteurs. Châteauroux qui a beaucoup de réussite puisque c'est Adolphe Tekeu qui marque contre son camp après 5 minutes seulement. Très bonne entame pour Châteauroux qui va se confirmer avec ce geste d'Adolphe Tekeu. Il se jette sur la cheville d'un adversaire. C'en est trop pour Thomas Léonard qui sort le carton rouge. L'international camerounais est exclu après 13 minutes seulement. Sochaux qui essaye de revenir. Il y a eu un premier ballon intéressant. Un deuxième sur ce centre. Ça frôle le but mais ça passe à côté. Les Sochaliens qui attaquent à 10. Ils vont jouer 1h15 à 10. Sa situation compliquée. On est encore dans la première demi-heure du match. Sochaux n'a pas réussi à égaliser. Alors Châteauroux repasse à l'attaque et commence à bénéficier de sa supériorité numérique. D'autant que Sochaux a perdu le patron de sa défense, Adolphe Tekeu. 2-0 pour Châteauroux grâce à Sidi Sarr à la 29e minute. Premier but en Dominos Ligue 2 pour Sidi Sarr. Le joueur sénégalais est en train de s'illustrer et il va continuer 3 minutes plus tard. Le tir puissant de Sidi Sarr pour le 3-0. Un doublé en 3 minutes pour le jeune joueur sénégalais. Deuxième but de la saison grâce à ce doublé. Et Châteauroux qui se détache déjà largement. Encore une opportunité pour les joueurs de Jean-Luc Vasseur qui sont en train de profiter à fond de la situation. Sauvetage de Maxence Prévost pour éviter que le score ne monte encore. À la mi-temps, Châteauroux mène 3-0. Châteauroux qui peut compter sur Chaker Aladure, sur Yannick Bonnet le capitaine. Grégory Bourillon est également titulaire, tout comme Saïd Benrama. L'équipe de Châteauroux qui se comporte très bien. Encore fallait-il pouvoir exploiter la situation favorable, la supériorité numérique, et c'est le cas. Les joueurs de Peter Zeidler ont beaucoup de chemin pour rêver, revenir au score à 10. Il va falloir remonter 3 buts. Une première opportunité tout de même, mais ça passe à côté. Une autre avec ce tir magnifique. C'est signé Jean Ruiz à la 68e minute. C'est son premier but en Dominos Ligue 2. Sochaux n'a plus que 2 buts à remonter pour un impensable exploit. Châteauroux ne se fait pas vraiment peur mais se méfie, alors autant repasser à l'attaque. Les Sochaliens se livrent et il y a des espaces. Châteauroux qui en profite pour obtenir cette occasion d'Oumar Tounkara qui vient d'entrer sur le terrain à la 72e minute. Encore Tounkara, c'est cette fois-ci au-dessus. 2 occasions énormes pour le nouvel entrant. Châteauroux qui maintenant domine largement va enfin réussir à marquer le but du 4-1. C'est Nama Fofana qui met le ballon au fond des filets. Lui vient d'entrer à la place de Benrama à la 82e minute et il inscrit son premier but en Dominos Ligue 2. Châteauroux s'assure une victoire définitive et continue. Les Sochaliens n'y sont plus. Ballon de Tounkara pour Fofana et doublé pour Nama Fofana. Belle performance pour lui et pour des Castelroussins qui réalisent un coup énorme. Succès complètement inattendu de Châteauroux. 5 buts à 1 sur le terrain de Sochaux. Ben oui, sur le terrain de Sochaux, complètement inattendu, oui, bah ça c'est sûr, hein, quand Châteauroux est promu cette saison de nationale, donc forcément, enfin pour moi c'est une contre-performance. Certains diront, bon, vaut mieux perdre 5 buts à 1 que 5 fois 1-0, ça c'était la réplique de Giroud, mais pour moi j'estime que ce match c'est une contre-performance des Sochaliens. Quand on veut jouer quelque chose dans ce championnat, mais il faut battre les équipes promues, on doit s'imposer, et 5-1 ça fait quand même un petit peu désordre. Et on va accueillir tout de suite un fidèle auditeur de cette émission, on va accueillir Lionel. Bonsoir Lionel. Salut Fred. Ça va bien? Et puis toute l'équipe, ouais, ça va bien, ouais. On essaye de digérer la défaite. Hein. Ah, elle est difficile à digérer celle-ci. Hein. Aïe. J'étais allé voir l'entraînement cet après-midi. Et alors, ils ont les têtes... Il y avait un jeune Brésilien là, de 17 ans là, qui jouait avec eux. Ah, bah ça c'est une petite info. Tu as son nom, non? Non, j'ai pas le nom. Non, mais il était là que pour 3 jours. J'ai discuté avec Bruno Pascal, il m'a dit il est là que pour 3 jours. Ah d'accord, il a fait une petite escale du coup, l'aéroport de Mulhouse et il est venu. Un bon pied gauche, le gosse. Hein. Putain, comment sacré frappe de balle, un bon pied gauche. Eh ben en tout cas, on sait pas exactement ce qui va en devenir pour lui, mais. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Alors quel est ton avis justement sur ce match? Y avait-il carton rouge sur la faute de Tekeu et très mauvaise entame de match déjà. Tekeu il fait le but, il doit jamais la mettre dedans. Il peut rester debout, il se couche, je sais pas ce qu'il fait. Il peut la mettre en corner.
Je sais pas ce qu'il fait, la mettre contre son camp, puis après la grosse faute qu'il fait, c'est Alors, zéro. justement, on sait qu'Adolphe Il Tekeu... pénalise son équipe, et puis après il y a des boulevards. On a fait du grand n'importe quoi dans ce match. Bon, alors pour toi, déjà, est-ce qu'il y avait carton rouge ou pas sur cette faute? Ah si, il y a carton rouge ici. Bon, on est d'accord. Logique. On est d'accord. Moi, Grosse j'ai faute. dit tout à l'heure qu'il y avait carton rouge aussi. Ouais, Et, c'est logique. donc après, il y en a qui estiment qu'il aurait pu logique, sortir le jaune, ouais. mais bon, pour moi, il y avait carton rouge. Et ensuite, ensuite, dans cette partie, forcément, on est réduit à 10. Mais est-ce que ça peut expliquer aussi comment étaient les joueurs, justement, comme tu les as vus aujourd'hui à l'entraînement? Est-ce qu'ils avaient... Je pense normal, ils n'étaient pas tous là. Il y en a qui sont en sélection, je pense. Oui, il y en a qui pas sont tous là. Il y en a qui sont en sélection. Ouais, il y a Maïté, bon, il y a l'entraînement, il impressionne quand il met des grosses frappes. Voilà, Oui, c'est un bon gabarit. C'est un bon gabarit. Ouais. Après, moi, je le trouve lourd. Même j'ai discuté avec Freddy Van de Kerkhoff, il me l'a dit aussi. Là. Tu le vois, il a des kilos en trop, le gars. Oui, après, il va les perdre. Oui, mais toi, Fred, le problème à Sochaux chez nous, c'est qu'on prend toujours des joueurs qui ne sont pas prêts. On prend des joueurs qui n'ont pas joué depuis 6 mois, depuis 1 an. Ça, c'est pas bon, ça. Oui, mais pour quelle raison? C'est parce qu'on n'a pas d'argent? J'en sais rien. Oui, mais regarde Jean-Luc Vasseur, ils n'ont pas plus de sous, ils n'ont pas d'argent, Châteauroux. Ils ont été chercher des joueurs typiques de Ligue 2. C'est ce que nous, on n'a pas. Ah oui, après... Fred, il m'a donné raison, Freddy. Il m'a donné raison, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est sûr. On ne va pas chercher des joueurs typiques de Ligue 2. Après, ça y est. Il y a une cellule de recrutement à Sochaux. Il y en avait des libres. Il y a une cellule de recrutement. Après, c'est à eux de on fait juger. n'importe quoi. Tu verras que cette saison, il y aura du mieux. Je dis pas qu'il y aura pas de mieux. Mais tu verras que ça sera encore difficile. Bon, déjà, il y a quelque chose. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut régler, c'est déjà... La défense, problème de défense. Oui, déjà dans l'équipe, mais il y a aussi les fins de contrat. On va en parler justement, on va aborder le sujet de Faneva Andreatsima. On peut parler de Faneva Andreatsima qui... il était là, il était en entraînement. Donc moi, j'espère personnellement qu'il va être prolongé, parce que c'est quand même un attaquant qui est capable... Il faut le garder, c'est notre seul buteur. On n'a pas un attaquant devant qui peut nous marquer un but. C'est quand même malheureux, ça. Oui, c'est malheureux, comme tu dis. C'est pour ça que ça va pas. Ça n'ira pas. Moi, je lui ai dit à Peter, vous verrez. S'il n'y a pas un réel buteur devant, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Au milieu de terrain, on perd beaucoup trop de ballons encore. Alors là, puis la défense, il y a trop d'espace. Il y a beaucoup de lacunes dans tous les compartiments du jeu. En premier, la défense. C'est clair qu'on a pris... oui, la défense. On prend quand même 7 buts en 2 matchs. Là, ça fait désordre. Verdiche, il n'est pas dedans. Verdiche, il est complètement à côté. Non, mais je pense qu'il... L'arrière central, Tekeu, c'est 0. C'est à côté aussi, côté de l'attaque. Après, j'ai trouvé moins bon, là. Après, on peut être aussi juge critique, mais après, on peut dire aussi qu'Adolphe Tekeu a une grosse saison quand même, chargée avec la CAN, avec également la Coupe des Confédérations. Donc, je pense qu'il est tout simplement peut-être fatigué, usé aussi. Et c'est vrai qu'on est en pleine période de mercato. On est en pleine période de mercato, donc peut-être que les joueurs aussi ont peut-être ça n'excuse pas. Après, c'est pas. Formidable quand même. Après, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse que les joueurs. Trouvé formidable quand même. Moi, je pense qu'il faut remettre vite Ogier derrière. Franchement, tu mets Ogier avec Ruiz, défense centrale. Ça ira peut-être déjà mieux. De toute façon, je crois que Peter Zedler n'aura pas trop le choix pour les prochains matchs parce qu'il va être suspendu. Donc, il n'aura pas forcément le choix. Et c'est vrai qu'en tout cas. Terrain, on manque d'un patron. Il manque quelque chose encore dans ce milieu de terrain. Il manque quelque chose encore. Déjà, d'entrée de match, on a senti un Florian Martin qui n'était pas forcément dedans d'entrée de match. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne l'ai pas trouvé dedans. Et ensuite, au diapason un peu de toute l'équipe. Mais il manque un vrai patron. On le voit. Dans chaque ligne, il manque un patron. Un patron derrière, un patron au milieu, un patron devant. Donc, ça fait 3 joueurs. 3 bons joueurs. Si tu as les 3 bons joueurs là tu peux faire une grande saison. Là, d'accord. En tout cas, il reste plus que... Sinon, tu verras, ça sera une saison mitigée encore, tu verras ce que je te dis. Si le club veut faire il ne peut pas faire mieux, il sera comme Albert Cartier, il ne pourra pas faire mieux. Il y aura juste un petit peu de mieux dans le jeu, mais c'est tout. Les supporters étaient contre Albert Cartier à la fin, donc après on verra ce qu'il en viendra. Après, c'est vrai que c'est vrai que comparé à Albert Cartier, c'est une autre philosophie de jeu, mais après seuls les résultats comptent, on le sait. Oui, c'est sûr, mais ça ne sera pas suffisant. Seuls les résultats. C'est pas que des joueurs comme ça qui vont monter un jour en Ligue 1. C'est pas assez fort, c'est pas assez costaud. Bon, il reste 3 jours avant la fin du mercato. C'est jeudi soir à minuit. Maintenant, la balle est dans le camp des dirigeants. S'il reste encore un petit peu d'argent au fond
au fond des caisses, eh ben, c'est le moment. C'est le moment de faire ce qu'il faut. Déjà, pour moi, prolonger Faneva Andreatsima, ça serait un choix. Mais il n'y aura personne qui viendra, tu verras. Ça serait déjà prolonger Faneva déjà Andreatsima, ce sera déjà un choix fort. Ouais, ça serait un bon choix déjà. Ah oui. Moi, je le pense. Ouais, Après, il nous a mis quand même 14 buts la saison dernière. Oui, c'est quand même pas rien. 14 buts en Ligue 2. Garder, hein. 14 buts en Ligue 2, puis c'est un élément d'expérience. Donc, je pense pour moi qu'il faut le garder. Après, chacun a son avis sur la question. Et ensuite, si on ne le garde pas, alors il faut trouver quelqu'un déjà pour le remplacer. Ça, tu te rends compte? Est-ce qu'on l'a chez les jeunes? Je ne pense pas pour le moment actuellement. Non, on n'a pas. Et je pense qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur. L'équipe est trop jeune, on a trop de jeunes. Trop de jeunes. Bon, après, la jeunesse, c'est bien aussi, mais... On va se faire manger. La jeunesse, c'est bien aussi, mais il faut aussi qu'elle soit encadrée par des... Il n'y a pas assez de joueurs d'expérience. Il faut qu'elle soit encadrée par des joueurs d'expérience, c'est ça aussi. Il faut qu'ils soient au niveau. Quand tu as des téqueux qui ne sont pas au niveau, comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Tardieu, il n'est pas dedans, Tardieu. Il devrait montrer l'exemple aussi. Il n'est pas trop dedans, Tardieu, en ce moment-là. Oh, il fait un bon début de saison, quand même. On peut pas... Là, au début, mais là... Il fait un bon début. Après, sur le match contre Châteauroux... vendredi, c'est une faillite collective, on va dire. Oui, exactement, c'est une faillite collective. J'espère que ce ne sera qu'un accident. J'espère que ce n'est qu'un accident. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais moi, on va le voir déjà au Gazélec, contre Albert... Pas trop de buts, On le verra contre le Gazélec, contre Albert Cartier, déjà. Il y aura un match amical contre le SR Delmont, je crois, ou à Delmont. Ouais, normalement, il y a Axel Actas qui va revenir. Là. Oui, le jeune joueur... Après, il est jeune encore, il a du talent, mais voilà, il faut le mettre à petite dose, lui. Oui, bien sûr, faut pas les griller non plus. Ça, je fais confiance à Peter Zedler et au staff pour l'emmener tout doucement. Balance avec Dame. Ah oui. Oui, bien sûr, il faut les faire rentrer tout doucement, mais pour ça aussi, il faut aussi des joueurs d'expérience à côté pour les guider. Et j'espère que cette année, comme tu le disais, que c'est qu'un accident, que ce match va être justement un déclic. Je vais encore admettre, leur donner du crédit. C'est le début de saison. Mais ça fait chier de prendre 5 buts. Moi, j'analyse ça comme surtout comme on les prend. Moi, j'analyse. On leur donne chaque fois. Hein. J'analyse ça quand même comme une contre-performance parce que c'est quand même un promu. On leur donne les buts. Moi, j'ai revu les images, on leur donne. Hein. Le deuxième, oui, parce que tout le monde s'arrête de jouer. Sauf, oui, on leur donne les buts. T'as pas le droit de faire ça. T'es chaud quand même. Sauf Sofiane Kada, l'ancien Belfortin, qui lui continue de jouer. Il centre sur le numéro 6 qui était énorme, en taille je parle. Il a même pas sauté, il a juste mis sa tête parce que personne n'a bougé côté socialien. On était un petit peu apathique. Et puis il marque le 2-0. Puis après, on sait très bien qu'une équipe à 2-0, elle est pleine de confiance. Donc forcément, après on prend le 3e. Après, Tardieu se retrouve en défense centrale, donc forcément on prend le 4e et le 5e. Bon, c'est pas forcément son poste, c'est pas son poste, donc après il y en a qui prennent exemple sur Monaco-Marseille. D'accord, Marseille en prenne 6, mais en fait, il y a une équipe aussi. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Moi, je l'aurais dit tout à l'heure, il y en a un qui me disait, ouais, mais t'as vu Marseille ne comparez pas Marseille avec Sochaux. En face, c'est pas Châteauroux qu'ils avaient Marseille, c'est Monaco quand même. Exactement. Donc, Marseille, ils ont du crédit là. C'est Monaco qui est en face quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, alors, après... En face, nous, c'est un promu. Donc, c'est la honte. Tu n'as pas le droit de prendre 5 buts. On va pas dire que c'est la honte, mais on va dire qu'on n'a pas le droit. Si, c'est la honte. C'est un peu la honte quand même. Hein. Oui, c'est la honte. Même le Freddy m'a dit c'est un peu la honte quand même. Oui, c'est la honte. Après, ça le faisait chier. Il l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est sûr que c'est... Non. Il y a combien de temps qu'on n'a pas pris un 5-1 chez nous? En 2011, on avait pris 5-2. Tu as le droit de perdre un match, mais pas comme ça. 6-2 même. Pas comme ça. Tu as le droit de le perdre en jouant, mais pas sans jouer. Il y a peut-être une erreur, il y a peut-être plusieurs erreurs dans ce match. Est-ce qu'il fallait pas faire rentrer toute équipe a le droit de perdre un match, mais jouez les gars, jouez. Oui, à 2-0, on a eu l'impression que... Moi, j'ai l'impression qu'on leur fait des cadeaux, de toute façon. La baraque était tombée sur le chien, comme on dit. À 2-0, la maison était tombée sur le chien, comme on dit. Les mecs, t'aurais dit qu'ils faisaient un entraînement tranquille. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais un peu ce sentiment-là aussi. J'avais un peu ce sentiment-là. C'est un peu comme... Finalement, un peu comme ce que disait Pascal Duprat tout à l'heure contre Rennes. À la mi-temps, il leur a dit écoutez, les gars, j'ai l'impression qu'on est des sparring partners de Rennes. Donc, voilà, t'as raison. C'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Un peu pareil. Bon, on espère qu'ils vont se reprendre contre le Gazélec, parce qu'Albert, il va nous attendre de pied ferme, là. C'est quand le match au Gazélec? C'est quand? C'est le 9 septembre, si je me trompe pas. Le 9 septembre, c'est un samedi. Ou le 8 plutôt. Le 8, un vendredi. Oui, c'est le vendredi 8 septembre à 20h. Du côté du Gazélec, ça va être encore un match pas facile parce que c'est jamais simple d'aller gagner au Gazélec. Et en plus, on connaît Albert Cartier. Il va nous attendre. Oui, forcément. Bon, merci Lionel en tout cas de ton appel.
Bah, toi aussi, tu as toute ton équipe. Bah, de Mais rien. j'ai pas eu Frédéric Fitch. Ah, mais il est en vacances, monsieur Fred, il est parti hier. Ah, il est en vacances. Ah bah oui, attends. Il va faire le D'accord. beau sur Mais les qui plages c'est- du sud qui de la c'est ton France. collègue- Qui c'est ton collègue que j'ai eu au C'est téléphone, Thomas. alors Oui, c'est Thomas. moi. Oui. C'est Thomas. Donc D'accord, là, tu le remercieras de sa gentillesse, c'est sympa. eh Super ben, sympa. écoute, il t'écoute, hein. Il Eh t'écoute, ben, avec donc il va plaisir, bien Lionel. attendre. Avec plaisir, Ouais. Lionel. Merci. Merci Lionel. Thomas. À bientôt. Ben, ouais, à bientôt, puis bonsoir à toute l'équipe. Ça marche, merci Lionel. Eh bien oui, c'était Lionel, un fidèle auditeur. Alors si comme lui, vous avez envie d'intervenir, vous avez envie de parler justement de cette équipe de Sochaux, eh ben faites-le, 03 81 50 67 51. On est en plein dedans. On va vous donner quand même les résultats de cette 5e journée. Avec là, si on parlait du Gazélec à l'instant, eh bien l'autre club corse, l'AC Ajaccio, est allé s'imposer du côté de Tours 3-1. Le Clermont Foot de Corinne Diacre est allé s'imposer également du côté de Quevilly. Nîmes a battu le Havre 1-0. Auxerre, qui n'en finit pas de perdre, continue, en tout cas dans sa continuité. Le Paris FC s'impose face à Auxerre 2-1. Bourg-Péronas a battu le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier. Et Brest a battu Nancy. Alors Nancy menait 1-0. Brest a retourné la situation. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu aussi des échauffourées en fin de match avec Jourdren, qui s'est fait expulser d'ailleurs, qui s'est fait expulser après la rencontre face à cette équipe brestoise en balançant un ballon justement dans la tribune des supporters de cette équipe de Brest. Et ensuite ça a dégénéré, les supporters sont rentrés sur la pelouse voulant choper, comme on dit entre guillemets, Jourdren, qui lui s'était fait expulser. Et les derniers matchs aussi, on a des matchs avec Valenciennes qui a battu Niort 4-1 et Lorient qui a battu Reims 2-1 grâce à un but de Gaëtan Courtet à la 88e minute de jeu. Tu voulais me dire quelque chose, Thomas ? Oui, on a une auditrice en ligne, mais on va peut-être écouter les réactions avant. Oui, on va écouter les réactions des deux entraîneurs, hein, Jean-Luc Vasseur du côté de Châteauroux et surtout Peter Zedler qui dit tout simplement on aurait dû rester au lit. Mais je pense qu'il n'avait pas tort. Oui, on aurait dû rester au lit, c'est clair. Alors, c'était pas notre jour. On l'a senti dès la première action. Alors, c'était pas comment on voulait jouer. Après, bon, les faits du jeu sont pas pour nous. But contre son camp après. Carton rouge et en plus j'y tiens, il faut pas discuter les décisions de l'arbitre, pas du tout, c'est pas notre travail, alors ça se fait pas, comme ça on va pas faire ce soir. Alors après on est mené 1-0 et on voulait continuer à presser, à attaquer, à jouer vers l'avant, je prends aussi pour moi. Alors vous avez vu, on a eu pas beaucoup mais quand même 4 occasions pour égaliser, on l'a pas fait et après on a oublié de défendre à 3-0 à la mi-temps. Alors, c'était cruel. Alors bon, on est dans le football, il faut pas oublier, mais c'était quand même cruel. À la fin, on pouvait plus. Et c'était à domicile, et comme ça, c'est dur, surtout pour nos supporters, mais aussi pour nous, encaisser le 4e, le 5e but. C'était vraiment dur, on attendait autre chose ce soir. Bon, alors la vie continue, c'est clair, mais il faut d'abord analyser, ça dure un peu plus longtemps comme ça. Normalement, on aurait pu partir en week-end demain matin, mais ça, il faut analyser, je veux voir tout le monde demain matin, c'est clair. Bizarrement, étonnamment, cette expulsion nous a un peu mis à l'envers. Et le contenu de mon équipe à ce moment-là n'a pas été celui que j'attendais de lui. Il y a des fois des matchs où tout nous sourit. Effectivement, il y a pu y avoir une décision contre nous sur ce duel avec le gardien. Notre gardien, bien sûr. Et bon, voilà, voilà, c'est ça que cette équipe a encore n'arrive pas à appréhender. Il fallait faire tourner le ballon, les faire courir, et puis ça se serait ouvert, on dirait, naturellement. Bon, voilà, il y a 5 buts, il y a ce but qu'on prend, qu'on encaisse. Voilà, mais la deuxième mi-temps n'a pas été à mon goût, celle que j'attendais de mon équipe. Maintenant, c'est une victoire, 5-1 ici, sur une équipe qui avait plutôt bien démarré le championnat. C'est une bonne chose. Sur le plan comptable et sur le plan du classement, je crois qu'on les double. Donc voilà, on va garder le positif. Mais j'aurais bien aimé que mon équipe se lâche un peu plus, se relâche un peu plus, prenne confiance. Et bon, on a vu quelques hésitations. Donc voilà. Mais bon, si on reste positif, ça reste 3 points. Un goal average qui va être un peu plus favorable. Mais ce but me gêne. Ben oui,
le but gêne Jean-Luc Vasseur. Enfin, il y a plusieurs choses qui nous gênent. C'est les 5 buts qui nous gênent. Jean-Luc du côté de Sochaux, mais lui, en tout cas, ce but le gêne. En tout cas, son équipe a fait le match qu'il fallait. Et c'est eux qui prennent donc les 3 points. Allez, on va mettre la Ligue 2 juste un petit peu entre parenthèses. On va écouter Alexis de Freitas qui va nous parler justement des résultats de ce week-end dans les différentes compétitions. On est avec Mickaël Courteau. Dans les différentes... Mickaël Courteau, ça viendra tout à l'heure. Il y a un problème de souris, les sons se lancent tout seuls. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, on a remarqué depuis tout à l'heure. Ça, c'était Mickaël Courteau, donc le capitaine du Besançon Football, qui reviendra tout à l'heure. C'était suite au derby Besançon Football, Racing Besançon. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. Et là, on est avec Alexis qui va nous parler des équipes de jeunes. Ça va nous donner un petit peu de baume au cœur après cette vilaine défaite. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Bonsoir Alexis, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Bah écoute, ça va bien, on a un peu groggy, on a un peu la gueule de bois ce lundi après cette belle raclée subie vendredi. Donc on compte sur toi pour nous redonner un peu de baume au cœur. Ouais, je comprends bien. Donc tu vas nous parler des équipes, voilà ce qui s'est passé ce week-end en National 3 avec les U19 et avec les U17, c'est bien ça ? C'est ça, donc on va faire le point. Donc tout d'abord, on va commencer par la National 3. Donc j'ai eu la chance de faire mon premier déplacement de la saison puisqu'ils étaient à Quetigny. Donc l'occasion de faire un petit point sur pas que le match, sur ce que j'ai vu également. Donc pour parler déjà du groupe, on avait un 11 assez intéressant puisque Mardaf est reparti sur son 4-3-3 habituel. Un 11 sans grande surprise avec au ballon au cage, une défense avec Mbakata, Senadji, Cap Pendant. Au milieu, un milieu à 3 comme je l'ai dit, donc avec Rosier dans un profil de récupérateur, François plus à l'organisation du jeu et City dans un rôle de dernier mouvement pour faire la dernière passe, le dernier geste, un rôle qu'il aime bien. Et une attaque à 3, donc l'attaque à 3 assez habituelle, si ce n'est que Issouf Makalou remplace Moussa Sao. Moussa Sao qui a fait une petite rechute la semaine dernière, il avait joué. Oui. Et du coup, Issouf Makalou l'a remplacé à droite. C'est donc Nicolas Senzemba qui rentre dans ce 11 titulaire. Et Nicolas Senzemba qui était entré à la mi-temps. Donc, il avait fait une bonne entrée, donc il est récompensé. Et il rejoue sur son poste d'ailier gauche. Et devant, eh bien, sans surprise, Brian Lasme est l'attaquant de pointe. Au niveau du banc, pas de surprise également, Roanol, Josepho, Saint-Fleur, Glenslin. On soulignera le retour de Loachaud dans le groupe qui était suspendu, comme je l'avais dit pour le premier match contre Selonget. Au niveau du match, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh ben, on affrontait donc, pour ceux qui connaissent pas Quetigny, donc Quetigny c'est un promu. Une équipe, c'est d'ailleurs la première fois qu'ils sont en National 3 depuis la création du club. Donc une équipe qui disputait son premier match dans cette catégorie devant son public. Donc forcément, les joueurs avaient envie de bien faire et de se montrer. Ça s'est ressenti sur les 20 premières minutes, j'ai envie de dire, puisqu'ils nous ont vraiment, ils ont tenté des choses, ils nous ont pris de vitesse, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils essayaient de jouer dans le dos de notre défense, ils passaient sur les côtés avec la profondeur. Donc oui, ils ont essayé vraiment de montrer des choses et ils ont eu quelques situations, 3-4 situations, dont la plus chaude où Mbakata a écarté devant son but. Ils vont confirmer ce temps fort, ils vont avoir la chance de confirmer ce temps fort sur l'une de leurs qualités dans ce match, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés où ils vont nous mettre un but sur un coup franc, je dirais, de 25 mètres, bien tiré par Cabro. Vraiment un très beau but, parce que je m'y attendais pas où il était placé, il a vraiment surpris tout le monde. Un très beau but, rien à dire, un coup franc direct donc 25 à 25 mètres. C'est vrai je pensais personnellement qu'on avait été cueillis à froid et qu'on se faisait surprendre par cette équipe, mais au final non, puisque on est bien revenu. C'est vrai que j'ai senti Quetigny en manque de fraîcheur après ces 20 minutes, ils se sont beaucoup trop donnés selon moi. Et Sochaux va reprendre le contrôle du ballon. Avant la mi-temps, on va se procurer plusieurs situations. Un gardien qui va repousser notamment une frappe de City et une frappe lointaine. Ou Senzemba tout proche de marquer, qui manque le cadre alors que le gardien était complètement battu.
Bon, à la mi-temps, on est mené 1-0. Omar Daf va appeler au calme dans la construction du jeu, de la patience et insister sur notre côté droit. C'est vrai qu'à la mi-temps, j'avais trouvé que Mbakata faisait des bons appels et était souvent libre de marquage. Et Issouf Makalou est très rapide, très physique, il percute beaucoup. Donc c'est vrai que je comprends le choix d'Omar Daf de vouloir insister sur ce côté droit. C'est ce que les Sochaliens vont faire. Donc on va continuer le travail de possession et de domination. On va insister donc sur ce côté droit et ça va payer puisque c'est Makalou qui va égaliser pour les Sochaliens. Donc un beau but puisque il est bien lancé par Melvin City, donc le plus jeune de ce groupe. On rappelle que Melvin City est à 2000. Il va mettre une belle frappe enroulée. Donc c'est déjà le deuxième but de la saison pour Makalou, la dernière recrue de notre groupe élite. 5 minutes plus tard, Sochaux va continuer à hausser le niveau et ils vont d'ailleurs inscrire un deuxième but. Les rôles vont s'inverser sur la première action. C'est Makalou qui va servir City. Un but sur une erreur de transmission, un but où on récupère le ballon très haut, une mauvaise passe de la défense. Et donc Makalou qui lance bien City qui est devant le gardien et qui ajuste le gardien. C'est un milieu offensif, donc très bonne finition. On en a 2-1 et on sent vraiment que c'est dur pour Quetigny qui subit les assauts sochaliens. Ils n'arrivent plus à sortir le ballon, ils sont vraiment en manque de fraîcheur et leur gardien adverse le gardien adverse va vraiment les soulager, mais il va pouvoir juste retarder l'échéance puisque Jason Pendant va inscrire le troisième but, idéalement servi par Victor Glensin, donc Victor Glensin qui est rentré en cours de jeu. Donc j'ai bien aimé, on a senti qu'on savait gérer notre match, qu'on se précipitait pas, on paniquait pas. Vraiment, on a été, un petit peu bougé les 15 premières minutes, mais totale maîtrise du match. En deuxième mi-temps, Quetigny n'a pas vu le jour. D'ailleurs, ils vont craquer, ils vont prendre un rouge à la dernière minute. C'était vraiment dur pour eux parce que on sentait qu'il y avait vraiment une classe d'écart. Et c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on a vraiment insisté, ça jouait vite, ça jouait bien. Les transmissions étaient bonnes, on a mis 3 buts, on aurait pu en mettre plus sans un bon gardien et après derrière on a fait tourner. C'est vrai que on se précipitait pas, j'ai vraiment senti de la sérénité et j'ai vraiment bien aimé ce match. Donc je vais sortir un papier au milieu de la semaine, petite parenthèse, pour ceux qui veulent vraiment un compte rendu sur les joueurs, sur le rôle des joueurs, ce que j'ai aimé. Donc c'était vraiment un bon match et un bon début de saison pour notre réserve, donc pour faire le point, qu'on est déjà 2 victoires en 2 matchs, et donc qui est dans les 4 équipes de tête avec Auxerre et Auxerre, Pontarlier et Dijon qui ont également fait 2 victoires en 2 matchs. Concernant les U19, eh bien qu'est-ce qu'on peut dire sur les U19? Ils avaient leur deuxième match de championnat également, puisqu'ils avaient perdu contre Lyon, c'est ce qu'on avait dit dans un match qu'on pouvait juger de correct, mais on jouait à Lyon et c'est vraiment le favori de ce groupe. Donc les U19, cette fois-ci, ils allaient à Torcy, donc encore 2 déplacements dans les 2 premières journées. Au niveau du 11, Eric Elie a aligné un 4-3-3, donc on n'est plus dans le 4-4-2 de la semaine dernière, mais un 4-3-3, avec l'héritier au cage, Nsakala, Warhol, Lacroix, Moltenis pour la défense. C'est un 4-3-3 avec une particularité, puisqu'on a 2-10. Donc on retrouve le reste du 11, donc une Bedenstock, qui était le capitaine, encore une fois, Zepeki, Lambolet, Beuf, D'Ambrosio et Le Sueur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le match? On va se faire surprendre par cette équipe de Torcy. Cette équipe de Torcy qui va ouvrir le score sur un but qu'on peut qualifier un but gag, un contre son camp. Un contre son camp qui part d'une mauvaise relance. Et on prend un but un peu bête. Des regrets parce qu'on va pas réussir à revenir de ce but, à recoller le score. Pourtant, on a, selon moi, dominé le match. On aurait mérité, je pense, même de l'emporter. À l'image, je pense, de cette occasion de D'Ambrosio sur la barre transversale à la demi-heure de jeu. Ou même en deuxième mi-temps, je pense à aussi une grosse opportunité de D'Ambrosio juste avant la pause fraîcheur de cette deuxième mi-temps. On a, comme a dit Eric Elie, on a vraiment eu 5 grosses occasions franches. On n'arrive pas à mettre un but, c'est dommage. Il y avait vraiment la place de prendre les points de la victoire, même pas forcément un nul, mais même la victoire. C'est vrai que Torcy
On les a dominés, mais oui, ils ont fait preuve de réalisme et profité de notre petite erreur. Donc, comme a dit Eric Kelly, il y a rien de grave. On a montré des bonnes choses contre Lyon et contre Torcy, mais il va falloir corriger ces petits détails parce que pour l'instant, nous sommes derniers avec 0 point. Je crois de tête qu'on est la seule équipe U19 à ne pas avoir pris 1 point sur ces 2 premiers matchs. Bon, c'est vrai qu'on a eu 2 déplacements, dont un match pas facile à Lyon, mais je suis pas inquiet. J'ai vu des bonnes choses, comme Eric Kelly l'a dit d'ailleurs, donc je pense qu'on va réussir à redresser la barre. Au niveau des U17, c'était un match assez attendu puisque c'était la première sur le banc de touche d'Emmanuel Gudicelli, donc le nouveau coach, celui qui remplace Michael Vallée, donc qui était à Bastia auparavant. Oui, c'était sa première, donc pour ceux qui m'ont posé des questions, il poursuit ce qu'avait mis en place Michael Vallée, donc pas de changement. On est dans la même philosophie de jeu. Au niveau du dispositif, c'est pareil que Michael Vallée. On est précisément dans un 4-4-2. Michael Vallée qui est parti à Clairefontaine. Une défense avec Hadi, Baki, Moubiala qui est le capitaine cette année, Soumaré. Et devant, c'est habituel, il n'y a pas de surprise. On retrouve Ndiaye, Agoumé, Meudre, Antonio Pélissard, Jazougué. Donc c'est soit des U17 deuxième année, soit des U15 anciennement U15 qui ont fait le doublé l'année dernière avec Tirana Pro. Donc pas de surprise, vraiment un 11, je pense qu'il sera type quasiment. Et donc on jouait contre Nancy, donc une grosse affiche de ce groupe U17. Et on a perdu, hélas, à Nancy. Donc on avait encore un match très compliqué. Premier déplacement à Nancy. Et on a perdu ce match 2-1. Donc pour parler du but, c'est Jezim Pélissard qui a marqué sur une passe de Wilter d'Antonio. Et au niveau du match, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un match où je m'attendais à mieux. Franchement, dans le niveau de jeu, je m'attendais à mieux. On aurait pu... je pense qu'on aurait pu ramener des points, même si c'est à Nancy. C'est vrai que c'était un match difficile, mais je pense qu'on aurait pu ramener des points. On a fait des petites erreurs défensives. C'est vrai qu'en face, c'est costaud, donc ils ont profité de nos erreurs. Et devant, on n'a pas forcément fait les bons choix avec le ballon. Et c'est ça qu'on peut regretter parce qu'on perd que d'un but. Et on aurait pu vraiment faire un très très bon résultat. En plus, à Nancy, ça aurait été bon pour la confiance. Mais pareil, je suis pas inquiet. Faut penser qu'on a un nouveau coach, un groupe très très jeune. Et c'est vrai que ça va peut-être mettre du temps à prendre. Comme disait Michael Vallée, faut que la mayonnaise prenne. Mais je suis pas inquiet. On a vraiment un bon groupe, c'est jeune. Mais l'année dernière, les U15 qui sont montés avaient fait le double avec Pierre Alain, puis les U17, on sait qu'ils avaient fait un excellent parcours, finissant 3e meilleure équipe de France. Donc je pense que ça va prendre. Donc voilà, c'est un bilan du week-end pour faire le bilan assez mitigé, une victoire en réserve avec une réserve qui est dans la course à la première place, on va dire, avec 4 autres équipes. Des U19 qui ont toujours 0 points et des U17 qui ont mal débuté leur championnat. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vrai que Michael Vallée est parti du côté de Clairefontaine, hein, c'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est ça, Clairefontaine. Alors, il est parti pour quelle raison? Tu le sais, non? C'est parce qu'il voulait changer alors oui, j'avais eu, donc c'est un communiqué que j'avais pas forcément transmis, donc il nous avait averti, nous, la bande abonnale dimanche. Alors, la raison, c'est que c'est une promotion, tout simplement. C'est un très beau challenge, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, pour reprendre ce qu'il nous a dit, c'est vrai que voilà, il rejoint la Fédération française de foot dans l'équipe de la DTN en qualité d'entraîneur à l'INF Clairefontaine, comme tu l'as dit. Oui. Donc c'est une belle promotion. En plus, il me semble qu'il a de la famille ou des proches sur Paris. Donc oui, c'est tout à fait compréhensible. C'est vrai que c'est un très très beau challenge et c'est vrai que c'est mérité. Comme on en avait parlé, il avait obtenu des très bons résultats avec Sochaux, avec une demi-finale de Gambardella avec un groupe U19 très jeune. Et donc, les bons résultats en U17 qu'on a cités la saison dernière et qu'on a eu vraiment pris du plaisir à suivre parce que ce soit les playoffs ou même le championnat, c'était vraiment très costaud avec un jeu porté sur l'avant, du jeu, des buts. Donc, pas surpris que de ce choix. Et puis, c'est une belle promotion. Ça montre d'ailleurs aussi, ça met en valeur le centre de formation socialien, que ce soit les jeunes qui sont beaucoup sélectionnés ou même les éducateurs maintenant.
Bah oui, tout à fait. Donc on lui souhaite beaucoup de réussite. Puis si Clairefontaine l'a appelé, ce n'est pas sans raison. C'est sans doute qu'il y a aussi beaucoup de talent derrière. Donc bonne réussite à lui. On est persuadé qu'il réussira du côté de Clairefontaine. Et ben, merci à toi encore pour tous ces renseignements, tous ces enseignements sur les différentes rencontres des équipes de jeunes du FCSM. Bonne semaine à toi et puis pas lundi prochain. Pas lundi prochain parce qu'on ne sera pas là, hein, comme il n'y a pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. C'est la trêve, il y a 2 matchs de l'équipe de France, donc il n'y aura pas de match de Sochaux. Donc on va respirer un petit coup après cette belle calotte qu'on a pris ce week-end. Et puis on va avoir le temps de s'en remettre. Et puis on se retrouvera plus tard. Ça marche ? Ça marche, pas de soucis. Merci à toi. À bientôt, bonne semaine. Eh bien oui, c'est Alexis de Freitas qui nous parlait justement des jeunes du FCSM. On va revenir sur la page Ligue 2 qu'on avait mis en petit suspense. Ça nous a fait du bien, une petite cure de jeunesse après cette défaite de ce week-end. Ça fait du bien. Ça fait oublier. Exactement, ça fait un peu oublier. Allez, comme je vous avais donné les résultats, je vais vous donner le classement avec Le Havre qui est premier avec 12 points, deuxième Reims 12 points, troisième Lorient 11 points, quatrième l'AC Ajaccio 11 points. Et on retrouve Sochaux 9e avec 8 points. Et en bas de classement, on retrouve Quevilly qui est 18e avec 2 points. On a Lens qui est 19e avec 0 points. Et Tours 20e avec 0 points également. Mais il y aura un match ce soir entre Orléans et Lens. Donc Lens pourrait sortir de cette zone rouge en battant Orléans. Mais ça sera du côté d'Orléans à 20h45. Donc ça sera pour la fin de cette 5e journée. Oui, il y a un auditeur qui veut parler de Sochaux. Alors oui, je suis avec Bernard, qui souhaite parler de Sochaux. Je le mets sur la table. Bien sûr, on va le prendre tout de suite, Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonsoir, c'est comment vous appelez, c'est Fred, hein? Fred, oui, c'est ça. Ouais. Ça fait un petit moment. Quand des fêtes, c'est un peu mitigé, on va dire. Alors justement, quelle est ton analyse sur cette rencontre? Moi, je pense que le tournant du match, c'est la faute du gardien de Châteauroux sur Toussaint. Oui, c'est vrai qu'apparemment, il aurait pu siffler pénalty. Parce que pour moi, c'est le gardien de Châteauroux, c'est rouge et pénalty, indiscutable. Oui, c'est vrai que là-dessus, l'arbitre aurait pu siffler un pénalty. Bien sûr. Il a sifflé, mais il siffle en faveur de Châteauroux, quoi. Oui, il avait pris sa décision. Mais qu'est-ce que tu penses justement de l'entame de ce match, de ce but contre son camp, de cette faute d'Adolphe Teke qui aurait pu être évitable, hein, ne pas se jeter comme ça sur l'adversaire? En fait, moi je vais dire franchement, c'est toi. Oui. J'ai dit franchement, j'étais pas au match parce que j'étais dans le sud et puis je suis rentré hier. T'as dû revoir les images quand même. Parce que même quand on n'est pas au match, quand on est supporter, on regarde les images. Non ? Oui. Ah. Je trouve que la faute de Teke, la faute d'Adolphe Teke, elle est encore pas grossière quand même. Ah, je sais pas, moi quand je revois les images, il aurait pu lui casser la cheville quand même. Oui, mais il a quand même pris dans son élan, avec la vitesse, ça va vite. Oui, c'est vrai, il est pris avec son élan. Donc après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il aurait mérité un jaune, ou certains qui disent, oui, mais il aurait pu avoir aussi une faute. En fait, l'arbitre, il juge le geste, pas la conséquence. Il juge surtout le geste. Oui, mais sur le geste, sachant que le joueur de Châteauroux après se relève, après il continue à courir normalement. Après, non, mais c'est pas. Après, il peut se relever, mais en fait, l'arbitre, il juge lui le geste dangereux, simplement. Pas forcément. Voilà, même si le joueur n'a rien, et tant mieux qu'il ait rien. On est heureusement qu'il n'a rien. Et en fait, il juge le geste. Je trouve que quand même le rouge est sévère. Oui, après, c'est ton analyse. Chacun a son analyse sur la question. Le carton rouge est sévère. Bon, après voilà, quoi. On joue à 10 contre 11. Après, on en prend 2, on en prend 4 derrière. Après, c'est surtout ce deuxième but, moi, qui me dérange aussi. Le deuxième but où on s'arrête de jouer. Je ne sais pas si tu as revu l'action. On s'arrête de jouer et on a toute l'équipe qui est arrêtée. Mais si on regarde bien sur l'action, le deuxième, il est hors jeu de position. Hein. Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelques il revient d'une position de hors-jeu. Donc, théoriquement, pour moi, c'est... Mais je ne sais pas si je crois que le ballon est contré aussi. Donc, il est contré par le tigre de fond. Le ballon est contré. Après, c'est Sofiane Kada qui va vite récupérer le ballon. Il centre. Et puis après, sur le centre, il n'y a pas un joueur sochalien qui saute. Donc, le numéro 6 de cette équipe de Châteauroux, en plus, il est grand. Il est très grand. Il n'y a pas un joueur sochalien, mais je pense que sur l'action là, Prévost, il peut sortir aussi. Oui. Prévost, il doit sortir, théoriquement.
Ouais, après, bon, il sort pas, mais en tout cas, lui, il a fait un bon match. Moi, c'est les joueurs que j'ai relevés. Tu vas me dire si je me trompe. Moi, j'ai trouvé que Maxence Prévost a fait un bon match. J'ai trouvé que Jean Ruiz, au-delà de son superbe but, parce qu'il faut la reprendre des volets, il fait des très bons matchs en tout cas. On en avait déjà parlé avec Peter Zedler ici il n'y a pas longtemps. Donc, il fait des très bons matchs. C'est vrai que sur ce match, moi, j'ai trouvé très bon. Là, maintenant, il va falloir lui associer quelqu'un, sans doute Ogier. Et il y a aussi toutes ces fins de contrat à gérer. On en parlait avec, par exemple, Faneva André-Atsima. Est-ce que toi, je pense que tu as dû voir les journaux, tu as dû voir ce qui se passait autour de Faneva. Est-ce que pour toi, il faut que le club le prolonge? Moi, je serais du club, je le prolongerai quand même. Parce que, imaginons que Kaloulou ou un autre attaquant se blesse, on est un peu dans la panouille, quoi. C'est surtout qu'il a marqué 14 buts la saison dernière. Et là, cette année, est-ce qu'on a un attaquant qui sera capable de marquer autant de buts? Il y a ça aussi. Oui. On a Florian Martin qui va peut-être bientôt être meilleur buteur si ça continue. Il a déjà 4 buts, donc il y a encore 10 buts à marquer, c'est bon. Bon, bien sûr, c'est une boutade. Mais en tout cas, j'espère qu'il fera partie des meilleurs buteurs. Ça voudrait dire qu'il a marqué pas mal de buts et ça va faire du bien à Sochaux. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas prolonger Faneva? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas garder aussi, c'est un joueur d'expérience? Après, je ne sais pas, c'est des questions qu'on peut se poser. Moi, je pense qu'il faudrait le prolonger. Ouais, moi aussi. Après, sur cette rencontre, qu'est-ce qui t'a déplu? Est-ce que tu as justement des choses qui ne te plaisent pas, qui t'ont posé interrogation? Comme tu viens de le dire, sur le deuxième but, il n'y a personne de marquage, quoi. Ça, c'est il n'y a personne de marquage. Et puis, sur le troisième, un peu pareil, quoi, parce qu'on croit qu'il est hors jeu. En fait, il n'est pas hors jeu, quoi. Après, c'est vrai que sur les buts, après on remet Tardieu en défense centrale. Bon, forcément, c'est pas son poste. C'est pas évident de juger. Oui, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas son poste, donc forcément, il est sans doute pris. C'est vrai que quand on est défenseur central, on n'a pas la même vision. Quand on est milieu de terrain, c'est encore différent et on peut se faire avoir. Et puis là, Sochaux s'est fait avoir, mais bon, c'est vrai que c'était un match compliqué. Après, moi, je disais, ça reste quand même une contre-performance parce que c'est quand même un promu en face. C'est pas Brest ni Nancy. Enfin, bon, Nancy, même s'ils ont du mal en ce moment. Si on regarde bien, je vais encore revenir sur l'arbitrage. Il a été en défaveur de Sochaux, quoi. Oui, après, c'est... il faut être logique, quoi. Je pense pas que c'est à cause de l'arbitrage qu'on perd cette rencontre. Oui, moi, oui. Sûr et certain. Parce que, comme je te disais, s'il siffle la faute du gardien de Châteauroux en faveur de Zior, ça fait rouge et pénalty, ça 10 contre 10, ça change tout le match. Ouais, aussi, mais je sais pas, moi d'entrée, j'ai pas senti Sochaux dedans. À l'image de Florian Martin, par exemple, qui a perdu aussi beaucoup de ballons d'entrée de match. D'autres joueurs également, je les ai pas sentis dedans. Alors peut-être, est-ce qu'ils se sont crus peut-être trop faciles? On sait toujours, quand on joue contre un promu, on peut se dire, bon, inconsciemment, ça devra aller et tout. Ils étaient sur une bonne dynamique. Est-ce que c'est pas justement salutaire? Est-ce que c'est pas une bonne gifle de rappel quand on se voit peut-être trop beau? Ouais, je pense qu'ils ont sous-estimé Châteauroux. Oui, enfin, pas de la part de Peter Zedler. Je pense qu'il a dû passer la semaine. Mais peut-être inconsciemment, on le sait, quand on rencontre un promu, on le sait tous, quand on rencontre une équipe soi-disant inférieure, peut-être qu'on n'a pas le même état d'esprit et tout. Et puis après, c'est sûr, des choses. Il suffit quelque chose qui s'enchaîne dans le match, comme là, le but, le CSC, ensuite le carton rouge. Oui. Après, généralement, tout s'en mêle. Après, c'est soirée catastrophe, quoi. C'est ce qui nous fait mal au départ du match, c'est le concentration qu'on était que. Après, voilà, quoi, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Oui, justement, petite question. Adolphe Tequieux, moi, je l'ai trouvé dans le dur depuis le début de saison. Est-ce que, justement, on se posait la question tout à l'heure, on discutait avec Lionel. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de matchs cette saison. Il a quand même fait la CAN. Il a fait la Coupe des Confédérations. Est-ce qu'il n'est pas tout simplement fatigué? Oui, puis il est peut-être un peu fatigué, il n'est encore pas à son meilleur niveau. Oui, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure avec Lionel. Est-ce que c'est dû à la fatigue? Est-ce que c'est dû au mercato aussi? Peut-être qu'il a des envies de départ aussi également, on ne sait pas trop. Oui, peut-être aussi, parce que moi j'avais été les voir contre Lens, Tequieux était meilleur que ça contre Lens. Oui, après c'est... Mais bon, on prend quand même, il a été meilleur sur ce match-là, mais on prend quand même 2 buts. Il faut quand même souligner. On prend des buts à chaque rencontre quand même.
Oui, mais c'est sur le match contre Lens, les deux buts, ça n'a pas de queue. Hein. Lui, Oui, non, je dis pas que, non, mais je dis pas que ça vient de que. Quand je mettais que, c'est, je mets toute la défense. Hein, c'est pas la défense, c'est toute l'équipe. Hein. Parce que si le premier, c'est Alphonse qui va pas marquant, le deuxième, c'est Ruiz. Hein. Oui, bien sûr. Non, je mets pas les deux buts qu'on prend contre Lens. Hein. Je mets pas la faute sur tes queues. Je m'interroge Je m'interroge car on a pris 2 buts contre Lens, on a pris 2 contre Nancy, on en prend 5 contre Châteauroux. Est-ce que le problème de Sochaux pour le moment? Bon, même si on sait qu'il y a la prolongation ou pas de Faneva en Eratsima, ce que j'espère moi personnellement, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème justement défensif? Est-ce qu'il ne faudrait pas un défenseur Si, je pense qu'il y a un problème de défense quand même. On n'est pas hyper concentré quand on rentre dans les matchs, quoi. C'est ça, peut-être. On n'est pas hyper concentré, quoi. Ouais, c'est peut-être ça aussi également. Ouais, je pense. Je pense qu'il faudrait plus de concentration. Et puis, comme tu viens de le dire, comme je l'ai dit, ne pas sous-estimer les petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes dans un championnat de Ligue 2. Ah, surtout en Ligue 2, oui. Parce que j'ai regardé Monaco-Marseille hier soir. Si Monaco en met 10, c'est pareil. Hein. Bah oui, bon après, c'est pas les mêmes joueurs qui sont en face non plus. Oui, aussi. Même si Châteauroux a une belle équipe, a des beaux gabarits, a des beaux bébés, physiquement, athlétiquement, c'est très costaud. Donc je pense qu'ils vont en embêter quelques-unes cette saison. Et ben, en tout cas, Bernard, on te remercie de ton appel. C'était très sympa, ça fait en plus longtemps qu'on t'avait pas eu. Donc, comme j'avais dit à Fred sur Twitter, j'étais en vacances dans le sud. Après, c'est. Voilà, j'ai pas pu appeler, je suis rentré hier, donc voilà quoi. On le comprend, bien évidemment. Après, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent appeler. Écoute, Soyons Sport, je lui fais un petit coucou. Puis je lui souhaite de bonnes vacances à lui aussi. Eh ben, il doit nous écouter justement, on va l'appeler juste après là. Eh ben, merci Bernard, à bientôt. Bonsoir Fred. À bientôt. Eh bien oui, c'était Bernard, fidèle auditeur également. Et on va l'appeler Monsieur Fitch parce qu'il va nous faire sa chronique. Parce que maintenant, on en a terminé avec la Ligue 2. Hein. On vous a donné... je ne sais pas si je vous ai donné la 6e journée. Non, je n'ai pas dû vous la donner. Ce sera le vendredi 8 septembre. Alors, Nancy, tous les matchs auront lieu à 20h. Nancy-Valenciennes. L'AC Ajaccio-Nîmes. Le Gazélec Ajaccio face au FC Sochaux-Montbéliard, Le Havre-Orléans, Niort-Paris FC, Clermont-Foot-Bourg-Péronas, Auxerre-Tours, Châteauroux-Quevilly. Le samedi 9 septembre, ce sera Lens-Lorient à 15h. Et la fin de cette 6e journée, le 11 septembre, ce sera Reims-Brest à 20h45. Mais on va pas le déranger dans ses vacances, Fred ? Non, on va pas le déranger. On va parler juste, je vous donne juste les résultats du national. Avec Grenoble qui a battu Dunkerque 2-1, c'était la 4e journée. L'Entente Sannois-Saint-Gratien qui est allé s'imposer à Chambly 1-0. Lyon-du-Cher-Cholet 0 partout. Laval a battu Boulogne-sur-Mer 1-0. Le Red Star est allé s'imposer à Avranches 3-1. Consola-Marseille, Pau FC 1 but partout. Béziers-Rodez 1 but partout. Et Les Herbiers et Concarneau 1 but partout. En tête, premier le Red Star et Grenoble 10 points. On trouve en fin de classement l'US Avranches 17e. Et Bastia qui n'a pas joué encore un match jusqu'à maintenant. Je l'ai en ligne. Si et oui, maintenant on va parler du National 2, du National 3. Et le handball, c'est moi qui vais m'en occuper. N'est-ce pas, Frédéric Fitch? Bonsoir Thomas, bonsoir Fredo. Salut. Bonsoir. Alors, en vacances? Oui, en vacances. Ça y est, t'es arrivé? T'es au bord de la plage là? Fais-nous rêver un peu là. Non, pas encore. Hein. Ça, c'est pour ce week-end, ça. Ah, c'est pour ce week-end. Ah oui, t'es du côté... anciennement Pascal Duprat, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Du côté... Ils sont descendus bien bas, en plus, le Cup d'Évian, en plus, ce qui n'existe plus, entre parenthèses. Ben oui. Allez, tu vas nous parler un peu de ce qui s'est passé, des infos régionales, de ce qui s'est passé en Franche-Comté en ce qui concerne le football. Moi, je compléterai avec du handball. C'est bien ça? En National 2, on commence? C'est ça, oui. Eh bien, on t'écoute. On va commencer par la National 2. C'était la 3e journée dans le groupe B. Eh ben, ça ne s'est pas trop bien passé pour les clubs franc-comtois puisque Belfort s'est incliné à Épinal 1-0 et Jura Sud a perdu contre Mont-Soleil-Mines 2-0. Ah, pas de chance pour nos deux équipes franc-comtoises alors. Oh non, au classement, donc Jura Sud est 9e et Belfort 14e avec 3 points chacun. Eh ben, on espère qu'ils vont vite se reprendre. Ben, quant à la prochaine journée qui aura lieu ce week-end, ben, Jura Sud se déplacera au Puy-en-Velay puis Belfort recevra Andrézieux. Le club de la banlieue de Saint-Étienne. Allez, on passe au National 3, c'est ça? Oui, le National 3. Avant de parler du derby byzantin, je vais revenir sur les autres scores. On t'écoute. Concernant les clubs régionaux, ça commence. C'est Jura de Loire s'est pris une claque à Auxerre 5-1. Ah, lourde défaite là. Oui, très lourde défaite.
Ensuite, CA Pontarlier s'est imposé à Selongé 3-1. Belle réaction des Pontisaliens, hein. Deuxième match, deuxième victoire. Tout à fait. Bon, je ne reviens pas sur Sochaux puisque Alexis vient de le dire. Et puis l'EC Clermont-Auvergne qui a commencé donc son championnat ce week-end, ils ont fait un bon match nul contre Avalon 0-0. Oui, d'ailleurs, on devait avoir le président du SC Clémenceau. Et j'ai pas pu le rappeler cet après-midi, mais on fera ça, je pense, une autre fois. Il y a pas de souci. Il sera bien sûr notre invité ici. Alors, au classement, ce qu'il fait, c'est que le FCSM et Pontarlier ont 6 points chacun, donc 2 matchs de victoire. Le Racing Besançon en a 4, Jura de Loire a 3 points. C'est Clémenceau et Besançon Foot ont marqué leur premier point ce week-end. Et Saint-Vite ferme la marche avec 0 points puisqu'ils sont pris une dérouillée, il faut le dire. Hein. Une dérouillée, oui, contre ils la vont pas forcément être contents. Saint-Vite, mais bon, 8-0, c'est sûr que ça fait mal. Mais comme nous l'avait rappelé l'entraîneur principal Jean-Luc Jouffroy, ils sont là aussi dans cette division pour apprendre. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs issus de l'ADH. Donc forcément, face à une réserve professionnelle, c'est forcément plus compliqué pour cette équipe saint-vitoise. Quant à la prochaine journée qui aura lieu ce week-end, donc Jura de Loire recevra le Vent en Cuiseaux. Le Besançon Foot, on va revenir avec Michael Courteau justement, se déplacera à Dijon comme il l'avait dit. Le Racing Besançon recevra Selongé. Et le CA Pontarlier recevra Quetigny. Et Clémenceau se déplacera du côté de Mézières contre la réserve du FC Sochaux. Eh bien oui, puis il y avait ce derby entre le Besançon Foot et Racing Besançon où nous étions. Oui, c'était ça. Un très bon match nul, partout. Oui, un but pour le Besançon Foot de Kevin Altangana à la 77e minute de jeu. Une belle reprise en pleine surface. Et Robin Giraud à la 89e minute de jeu pour le Racing Besançon sur un bon centre qui marque de la tête. Pourtant, Robin Giraud n'est pas réputé pour être très grand, mais en tout cas, il a su se faufiler dans la défense du Besançon Football pour inscrire ce but. Je vais vous donner les buteurs. D'ailleurs, du côté de Pontarlier, les buteurs, c'est Janvier 40e, Journet 75e et Miranda 79e. Et du côté de Jura de Loire, le buteur qui a sauvé l'honneur, c'est Silla sur un corner de Peuget. Alors Fred, si on écoutait les réactions de Michael Courteau et d'Alexandre Pep. On les écoute avec bien volontiers. Allez, on va écouter le capitaine du Besançon Football, Michael Courteau. Et ensuite, on aura la réaction d'Alexandre Pep du Racing Besançon, l'entraîneur de Racing Besançon. Avec Michael Courteau, le capitaine de cette équipe du Besançon Football, après un match face au Racing Besançon, terminé soldé par un partout. Où le Racing est revenu en fin de match. Je suppose que ça doit être un petit peu frustrant quand on a mené au score. Oui, c'est une grosse frustration parce qu'on menait au score, on était allé au bout de nos efforts. Nous, on revenait d'une défaite à Pontarlier, donc on était là pour se rassurer, se remettre en confiance. Eux arrivaient avec une victoire 4-0 contre Saint-Vite. Donc forcément, on avait préparé le match sérieusement, mais il y avait un peu de crainte chez nous. Disons qu'on respectait l'adversaire et puis finalement, les débats ont été équilibrés. Ils n'ont pas été plus dangereux que ça, même s'il fallait effectivement les surveiller. On a eu des situations, puis on a réussi à ouvrir le score et après on pensait qu'on allait réussir à tenir. Et malheureusement on prend ce but à la fin sur des petites choses qu'on aurait pu faire différemment. Pour moi une faute sur mon collègue quand il récupère la balle pour centrer. Donc c'est très frustrant, comme quand on se fait rattraper quasiment à la dernière minute, on a l'impression d'avoir perdu. Qu'est-ce qu'il a manqué justement ce soir au Besançon Football pour espérer, pour marquer ce deuxième but? Qu'est-ce qu'il a manqué? Comme toujours quand on ne met pas de but, de la réussite parce qu'on a eu des situations. Là, sur la fin, malheureusement, Herman il la reprend, il se tire dans la main, mais je pense que s'il ne se tire pas dans la main, c'est but, quoi. Donc il a manqué la réussite. Ma foi, appuyons-nous sur ce qu'on a bien fait aujourd'hui et on améliorera les choses la semaine prochaine à Dijon. C'est pour ça qu'on a entendu un début de match crispé, mais de la part des deux équipes, est-ce que c'est vrai? C'est ce que j'ai ressenti moi depuis les tribunes, est-ce que c'était vrai? On est forcément crispé, en tout cas je vais parler pour nous. On arrivait d'une défaite à Pontarlier, encore une fois eux arrivaient en pleine confiance, donc forcément on est crispé, c'est un derby, on veut surtout pas se livrer pour prendre un but bête. Donc on s'observe et puis petit à petit ça se décrispe quand on se rend compte des forces et des faiblesses de l'adversaire. Et puis après le temps se déroule et chacun se lâche.
Alors c'est vrai que cette saison tu es capitaine du Besançon Football, je ne me trompe pas? Exactement. Alors, qu'est-ce que ça procure comme responsabilité? Je suppose que ça doit être différent, tu dois beaucoup parler sur le terrain et puis surtout en dehors aussi également. J'avais déjà un petit peu le défaut de parler beaucoup même sans le brassard, donc disons que non, je suis fier et honoré de porter le brassard de cette équipe qui a des valeurs que je partage. On est plutôt une équipe combative et c'est un aspect que j'aime, donc je suis très honoré d'avoir le brassard et puis j'espère que je serai un bon capitaine. J'apprendrai avec le temps. Le prochain match à Dijon face à la réserve de Dijon, c'est bien ça? Exactement, prochain match samedi soir à Dijon. Donc espérons qu'on ramènera plus d'un point. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Alexandre Pep, l'entraîneur du Racing Besançon, après ce match nul, un but partout, où le Racing était mené 1-0 et ensuite le Racing a su revenir grâce à Romain Giraud d'une belle tête sur un coup franc, non, ou un centre, c'est ça, un centre. Quelle est ton analyse sur cette rencontre? Avec beaucoup d'approximations, j'ai trouvé, du côté du Racing. Bonsoir. Une première mi-temps compliquée où l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Donc c'est une petite déception parce que j'avais demandé moi aux joueurs de se lâcher et de jouer. Après c'est une équipe qui est jeune. Il y avait 2000 personnes, donc c'est pour ça que c'était un petit peu bridé je pense. Beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Physiquement on a pris le dessus, dans le jeu aussi. Et ce qui est dommage c'est qu'on prend un but sur notre temps fort. Et ça nous a un petit peu coupé les jambes. Et ensuite, on a eu le mérite de revenir au score, donc c'est une bonne chose. Et avec un petit peu de chance, on aurait pu l'emporter dans les dernières secondes. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est un match nul qui est assez logique. Et c'est un match nul à l'extérieur. Donc c'est une bonne opération quand même, ce qui nous fait une victoire et un match nul sur les 2 premiers matchs. Donc on va pas cracher dans la soupe ce soir, c'est bien. Oui, on a l'impression que ce match a commencé dès l'ouverture du score du Besançon Football ensuite. Je dirais que dès l'entame de la deuxième mi-temps, je nous ai senti un peu plus libérés dans le jeu et j'ai senti une petite baisse physique de la part de l'équipe de Besançon Football. Et à partir de l'ouverture du score, ça nous a encore plus libérés. Il a fallu qu'on aille chercher l'égalisation. Là, les joueurs se sont vraiment lâchés. J'aurais aimé qu'ils le fassent plus tôt. Bon, on n'a pas pu le faire. Et on a assisté après à 25 dernières minutes assez spectaculaires où le chaos était un petit peu des deux côtés. À l'arrivée, ça fait un match nul et c'est bien pour nous. Bon, le point positif qu'il faut retenir dans cette rencontre pour le Racing Besançon, c'est que l'équipe n'a pas lâché et a su revenir au score, c'est l'important. Ouais, je suis très satisfait de ça. Les joueurs ont répondu après l'ouverture du score de l'équipe de Besançon Football et c'est important, c'est des signes. C'est des signes qui ne trompent pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que physiquement, on a bien fini. Donc c'est aussi la preuve qu'on a bien travaillé pendant la préparation estivale et qu'on a, je l'espère maintenant, du gaz jusqu'à la trêve, quoi. Alors, c'est vrai que le prochain adversaire du Racing Besançon sera Solongé, qui s'est incliné cet après-midi face au CA Pontarlier, donc une équipe qui va vouloir sans doute faire un bon match ici. Ça va être important aussi de remettre aussi tous ces ingrédients, les approximations dans le jeu, travailler tous ces aspects-là. Ouais, donc vous m'apprenez que Solongé a perdu, donc c'est leur deuxième défaite, donc ils vont venir chez nous avec 2 défaites. Peut-être que ça va les faire sortir un peu plus que le Besançon Foot ce soir. Et Solongé, d'après ce que je voyais l'an dernier, c'est une équipe qui est assez joueuse, donc ça risque d'être un match plaisant, il y aura à mon avis des espaces. Et nous on va continuer, on est comme je vous l'ai déjà dit auparavant, on est en pleine reconstruction. Donc on va pas se prendre la tête et puis essayer de faire un bon match la semaine prochaine. Ça fait plaisir d'avoir vu encore du monde au stade ce soir et du monde qui est derrière le Racing, donc c'est important pour nous. C'est vrai que je crois que les gens sont en attente de football aussi dans la capitale comtoise. Ouais, ils sont en attente et il y aura encore une belle affluence ce soir. Mais vous inquiétez pas, sur les 2-3 prochaines saisons, on va revenir de l'avant. Je suis pas inquiet et vous verrez, ça va venir. Merci Alexandre. Merci beaucoup, merci. Eh bien oui, c'était Mickaël Courteau, donc capitaine du Besançon Football, et Alexandre Pep, l'entraîneur du Racing Besançon. On n'avait pas donné le classement, on va vous le donner avec les 3 réserves professionnelles qui sont en tête. Dijon premier avec 6 points. Suivi d'Auxerre et suivi de Sochaux, 6 points. Pontarlier est 4e avec 6 points. Le Racing Besançon, 5e avec 4 points. Jouradoulois, 7e, 3 points. Le Clémenceau Besançon qui marque son premier point dans cette compétition, 9e. Et également 10e, le Besançon Foot avec 1 point. Et en dernière position, Saint-Vite, 16e avec 0 point. Mon Fred, t'es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Bon, on devrait savoir sur qui on va tomber en Coupe de France aussi, puisque c'était ce soir le tirage du 3e tour. Eh bien, avant de connaître
l'adversaire en Coupe de France des clubs franc-comtois. Un petit mot de handball pour vous rappeler que la LFH reprend ce mercredi 30 août à partir de 20h au Palais des Sports. Le SBF recevra Toulon. Toulon, on pourra compter une ex-byzantine, Sabrina Zazaï, qu'on va avoir plaisir à retrouver du côté du Palais des Sports. Vous pouvez réserver vos places, vous allez sur le site officiel du club et vous serez présente ou présent du côté du Palais des Sports pour suivre nos byzantines cette saison. Un petit mot des garçons, Grand Besançon Doubs handball qui s'est imposé 28-27 face au Grand Nancy. C'était un match de Pro League, c'est le premier pour cette équipe du GBDH. Elle affrontait l'équipe qu'elle va retrouver cette saison. Donc, les Byzantins étaient menés 17-13 à la mi-temps, mais ils ont su revenir dans cette rencontre. Et dernier match amical mercredi prochain, donc ce mercredi, face au voisin Dijon, du côté de Grès. Ce sera à partir de 20h. C'est tout bon, Fred? On a tout dit, les infos régionales? On n'a rien oublié? Bon, non, on n'a rien oublié. Bon, j'avais mis le maillot de Sochaux, le nouveau de cette saison. Je pensais que ça allait nous porter chance. Finalement, on a pris une gifle. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que je le remette ou il faut que je le remette pas là? C'est un mauvais présage? Il faut que je l'enlève? Bon, je l'ai acheté après, donc est-ce que c'est bon signe, mauvais signe? Bon, si je l'avais acheté avant, ça aurait été un mauvais signe, mais... Bon, Fred, je te souhaite de bonnes vacances. Merci, on se retrouve dans 15 jours. Hein, donc oui. Toujours au téléphone, je ne serai pas encore rentré. Donc... Oui, je vous communiquerai les dates de reprise de l'émission, car moi, je vais peut-être partir aussi un petit peu en vacances. Je vais m'ennuyer tout seul la semaine prochaine. Ah, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. C'est là, je viendrai quand même. Alors, tu peux faire une émission sur les Bleus, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. On va dire allez les Bleus cette semaine. On va bien sûr dire allez Sochaux, parce qu'on est toujours fan de Sochaux, fan des équipes franc-comtoises, bien évidemment. Vous l'avez compris, que ce soit en football, en handball, un peu de tout. Mais hélas, on n'a qu'une heure et demie, on ne peut pas parler de tout. C'est déjà bien compliqué comme ça. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci Fred d'être intervenu pour ta chronique. Je te souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances. Merci Thomas, encore une fois. Merci Fred. Et puis à bientôt. Et surtout, allez Sochaux!